Très bien. Écoutez, mesdames, messieurs, merci de votre participation à cette conférence sur la loi LOM. Bienvenue à l'IMTD, qui est l'Institut des mobilités et des transports durables, qui a un équipement qui accueille de façon très régulière conférences, ateliers, expositions. Et vous êtes également sur le site du Technopôle Transalais, à côté de l'université, qui est spécialisé sur les sujets de mobilité innovante et durable. Et donc, c'est un plaisir à nouveau de vous accueillir pour cette conférence. La loi LOM, fameuse loi LOM, qui n'aura plus de secret pour nous, pour vous, dans quelques minutes. Je tiens à remercier les intervenants de la cellule France Mobilité, en particulier le CEREMA, l'ADEME, l'ADREAL. Il y avait également la Banque des Territoires, mais qui s'excuse, qui ne pouvait pas être présente cet après-midi. Voilà, je suis ravi de vous accueillir parce que dans la salle, je connais un certain nombre de personnes. Il y a des étudiants, des étudiantes, il y a l'université, il y a des élus du territoire, il y a des entreprises, il y a des jeunes entreprises. Et donc tout ça pour montrer aussi que cette fameuse loi LOM, qui régit beaucoup nos mobilités dans les territoires, concerne tout le monde. Et donc c'est un panel très intéressant. Et je pense qu'après l'intervention de nos experts, il y aura de nombreuses questions, compléments d'informations, d'échanges avec le public. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne conférence et la parole est aux experts. Merci. C'est fait. Normalement, vous devez m'entendre. Bonjour à tous. On va juste faire un petit tour de table pour voilà, présenter la cellule France Mobilité. Donc Nathalie Pitaval, je suis directrice de projet en urbanisme et mobilité au CEREMA Hauts-de-France. Je passe la parole à Mathieu. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Donc Mathieu Chassigné, moi je suis à l'ADEME Hauts-de-France, je suis en charge de tout ce qui est mobilité, transport. Marcel Maslow, je suis à la DREAL Hauts-de-France et en charge de l'animation de l'Observatoire régional des transports. Thomas Vial, je travaille également à la DREAL Hauts-de-France, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au sein du service mobilité et infrastructure. Et donc on excuse l'absence de notre collègue Sandra Morels, qui est la correspondante pour la cellule France Mobilité Hauts-de-France et la cellule Normandie, et qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement jusqu'à ici. Mais si vous avez des questions, on vous présentera quelques éléments qu'elle nous a fait partager sur la Banque des Territoires, et vous aurez notamment la liste des correspondants en Banque Territoire, voilà, de la Banque des Territoires en Hauts-de-France. Vous pouvez tout à fait les contacter pour avoir plus de questions et de réponses, surtout. On va vous proposer un petit quiz parce que l'idée, c'était pas forcément de faire une plénière et de passer 2 heures tous les 4 à parler, mais au contraire, on voulait déjà voilà, faire interagir avec vous sur la LOM et savoir ce que la loi d'orientation des mobilités, donc, qui a été votée le 24 décembre 2019, évoquait pour vous. Donc on va faire un test, on est dans un institut de l'innovation, donc on va tester, on va faire un petit quiz, voir si ça fonctionne. Donc vous avez un QR code, je ne sais pas si pour la plupart d'entre vous, si vous l'avez pris. Sinon, on va projeter voilà, le QR code. Et il y avait des panneaux aussi si vous souhaitez voilà, essayer de tester. Ce n'est pas une obligation, mais c'est intéressant pour nous d'avoir aussi un petit retour sur ce qu'on a retenu de la LOM. Et finalement, voilà, 12 petites questions. Et on vous reproposera les résultats à la fin de notre séquence. Si vous voulez donc participer, je vais juste faire un petit... Voilà, prendre le câble. On va voir si la technologie est avec nous aujourd'hui. Et normalement, tout doit s'afficher. Normalement. Voilà. Donc vous avez le QR code. Je ne sais pas si à cette distance, vous arrivez à le flasher. Voilà. Et donc, je vais lancer le petit questionnaire. Il n'y a pas Internet ? Bon. Sinon, je ne sais pas, est-ce qu'on peut passer éventuellement Est-ce qu'on a une affiche avec le QR code qu'on peut passer ? Ouais, il n'y a pas du tout Internet. Sinon, vous avez tous la 4G ou la 5G ? En tout cas, pour ceux pour qui ça marche, on peut essayer de le tenter. Ça prendra quelques minutes. Bon, je vous laisse quelques petites minutes. Donc, il y a juste 12 questions. L'idée, c'est de voir si vous avez une réponse à ces petites questions. Il y en a certaines avec certains pièges.
Mais voilà, c'était juste pour avoir une petite interaction sur la LOM. Ça répond? Alors, je ne sais même pas si c'est possible parce que moi, je l'ai pas lancé. Ah, il y a déjà 20 réponses, donc c'est que ça fonctionne. OK. Donc, je vais juste lancer. Pardon. Est-ce que vous avez accès à la première question? Ok, donc je ne touche plus à rien. Je vous laisse répondre. Si tu peux passer à la suivante. Ouais, alors, est-ce qu'on peut passer à la deuxième question? Est-ce que pour la plupart d'entre vous, vous avez pu répondre à la première question? Je retourne là, du coup. Voilà. Donc là, pour ceux qui n'arrivent pas éventuellement à se connecter, donc, on a une question qui porte sur les AOM. Est-ce qu'une AOM peut prendre une partie de la compétence mobilité? Oui, non. Oui, si elle le justifie. Oui, en remplissant certaines conditions. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Non? Il y a encore des gens qui votent? Question suivante, que peut faire une AOM? Uniquement mettre en place des services de transport réguliers, uniquement mettre en place des services de mobilité partagée, comme le covoiturage, uniquement mettre en place des services de mobilité partagée, solidaire, transport régulier ou transport scolaire, et tout service de mobilité partagée, solidaire, scolaire, marchandises, logistique, conseil en mobilité et versement d'aide à la mobilité. C'est un logiciel gratuit, alors voilà, on le teste avec vous aujourd'hui, on va voir si ça fonctionne ou pas. On passe à la suivante. Donc la suivante est une question un peu piège peut-être. Un pôle métropolitain peut-il être AOM, autorité organisatrice de la mobilité? Oui, non. Oui, si il s'est vu transférer la compétence mobilité par les structures qu'il compose, et peut-être. Bon, ça, c'était un bonus pour vous. Pour ceux pour qui, éventuellement, ça ne fonctionnerait pas, je pense que vous pouvez le faire après, quand on commencera les présentations, si vous voulez tester. Ou sinon, voilà, avec le lien, je laisserai. Enfin, le lien sera actif pendant encore une vingtaine de jours. Donc, si vous voulez ensuite le tester. On peut passer à la question suivante. Donc, question suivante. L'AOM peut-elle organiser un service de mobilité solidaire pour les publics fragilisés? Oui, non. Oui, si elle le justifie. Oui, mais en remplissant certaines conditions. On passe à la question suivante. Lorsque la communauté de communes n'a pas pris la compétence mobilité, peut-elle continuer à intervenir sur son territoire pour les mobilités? Oui, non.
Non, mais elle peut intervenir de manière indirecte sur les mobilités au titre d'autres compétences, comme celle de la voirie. Oui, sous certaines conditions. Question suivante. Une AOM doit-elle nécessairement organiser une ligne régulière de transport public? Oui, non. Non si c'est une communauté de communes devenue AOM, et oui sous certaines conditions. Bon, courage, on a bientôt fini. On passe à la question suivante. Une AOM peut-elle prélever le versement mobilité pour financer les actions de mobilité? Oui, seulement si elle met en place une ligne de transport régulier. Non, oui. Oui, seulement si elle met en place une ligne de transport scolaire. Et question suivante, on doit être à la question 8. Votre calvaire est bientôt fini. Une région peut-elle prélever le versement mobilité lorsqu'elle est AOM locale? Oui, sous condition. Non. Oui, ou peut-être. Là aussi, c'était une question gentille. On passe à la question suivante, comme si vous êtes sur un rythme de croisière. Que signifie PDMS, Programme de mobilité simplifié, Projet de mobilité simplifié, Plan de mobilité simplifié ou Plan de mobilité sécurisé? Encore 2. Ou, si on voit les choses différemment, seulement 2. Une AOM peut-elle faire un plan de mobilité simplifié? Oui, non, peut-être. Là aussi, c'était une question sympa. Oui, dans un délai imposé. Et la dernière, une collectivité non AOM peut-elle faire un plan de mobilité simplifié? Oui, non. Oui, en fonction de certaines règles. Oui, mais dans un délai imposé. Et on arrête là. Donc tout à l'heure, on verra les résultats. Et on peut le refaire éventuellement si vous êtes prêt à le refaire pour voir si vous avez un meilleur score qu'avant notre présentation. Si vous avez un score un peu meilleur, ça voudra dire qu'on n'a pas été trop mauvais dans nos explications. Ou alors que c'est que vous saviez déjà tout sur la LOM, mais à ce moment-là, c'est encore mieux. Donc on va passer aux présentations. Donc je vais aller très très vite sur la cellule France Mobilité, puisque c'est pas forcément, voilà, c'est pas le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, mais juste vous présenter la cellule. Qui sommes-nous? Donc vous avez voilà l'ensemble, presque l'ensemble des membres de cette cellule France Mobilité qui existe donc depuis fin 2019. On a fait un événement présentiel pour lancer la cellule France Mobilité à Fourmi en 2019.
Et donc, ça fait partie des événements qu'on peut organiser, soit faire effectivement une journée sur une thématique en particulier. On peut faire des cycles de webinaires, voilà, on peut faire différentes choses au sein de cette cellule. Donc là, c'est vraiment tous les aspects pratiques, comment nous contacter. On a une page régionale sur laquelle on publie l'information. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre la communauté France Mobilité Hauts-de-France sur Expertise Territoire, qui est en fait une plateforme, un réseau professionnel que le CEREMA vient de lancer. Donc vous pouvez vous inscrire, il suffit de vous inscrire sur Expertise Territoire, et ensuite je peux vous ajouter à la communauté France Mobilité. Et également, cette plateforme Expertise Territoire vous permet de rejoindre aussi d'autres communautés sur d'autres thématiques, pas seulement sur les mobilités. Voilà, j'en termine là-dessus. Donc, on n'a effectivement pas Sandra aujourd'hui, mais encore une fois, voilà, on va présenter quelques diapos pour elle. Juste vous signifier que dans la cellule France Mobilité Hauts-de-France, on a une particularité, c'est qu'on travaille beaucoup avec la région Hauts-de-France, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des cellules France Mobilité, qui ont une participation des régions qui dépend aussi de l'implication qu'elles ont envie de donner à cette cellule. Donc nous, on a la chance d'avoir, et depuis le début, une forte participation de la région Hauts-de-France, avec notamment Jean-Francis Béard et Michael Coulon, qui participent régulièrement, soit aux événements, soit qui travaillent en collaboration avec nous tous. Voilà, donc on a 3 missions. L'idée, c'est d'animer cet écosystème régional de la mobilité, de se faire rencontrer les acteurs. Donc c'est aussi ce qu'on fait. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui, en partenariat avec d'autres structures, comme on le fait aujourd'hui, donc avec l'IMTD. On peut aider des projets et suivre des projets pour certaines collectivités. On apporte donc cette mission de conseil qui nous incombe. Et donc ça peut être, c'est assez ponctuel évidemment, on n'a pas forcément beaucoup d'ingénierie en temps passé à apporter à toutes les collectivités, à tous les projets de collectivités, mais si vous souhaitez en tout cas contacter la cellule, on peut vous apporter ce type d'ingénierie. Et la dernière mission, c'est vraiment de capitaliser les connaissances. C'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui, de capitaliser sur la LOM, capitaliser sur les dernières lois. C'est aussi capitaliser sur les retours d'expérience. Sachant qu'il y a la plateforme France Mobilité qui recense toutes les initiatives de mobilité. Et donc, vous pouvez avoir tous ces éléments-là disponibles si vous cherchez une bonne idée de covoiturage ou d'autopartage. Vous pouvez vous référer au site France Mobilité et au recensement de cette plateforme. Comme vous le voyez, la cellule France Mobilité, elle est partenariale. Il y a effectivement 4 partenaires historiques et les régions, quand elles peuvent ou quand elles souhaitent, y participer. Voilà, je vais pas développer plus que ça, mais après, vous pouvez nous contacter de manière individuelle aussi. On laissera nos adresses mail si vous souhaitez contacter directement un membre de la cellule. Sinon, c'est via la boîte France Mobilité pour la région de France. Voilà, donc la page régionale, la boîte mail et Expertise Territoire. J'avais déjà un peu parlé de tout ça. Je ne vais pas être plus longue. Juste vous parler de cet exemple d'accompagnement qu'on a pu faire dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. On a cherché à lancer une idée qui pouvait être assez pragmatique. Et l'idée qui nous est venue, c'est en regardant le Doctolib. Le Doctolib des mobilités, c'était juste de reprendre l'idée de Doctolib et de proposer des créneaux avec des jours et des heures auxquels les collectivités pouvaient s'inscrire. Donc, comme vous le voyez, il y a 21 communautés de communes qui ont pu s'inscrire à ces créneaux et qui ont bénéficié d'un accompagnement en visioconférence, puisqu'on était en pleine pandémie. Mais du coup, en 1 heure, on pouvait répondre à leurs questions sur la LOM de manière plus ou moins précise, en fonction de leurs demandes, et en tout cas aider à la décision dans le cadre de ce transfert de compétences mobilité. Et donc, on a relancé, comme ça avait plutôt bien fonctionné, on a relancé ce type de rendez-vous. Mon rendez-vous exercice compétences de la mobilité pour maintenant effectivement mettre en œuvre la compétence mobilité et pratiquer sous le même format en visioconférence, donc avec les membres de l'équipe ici présentes. Et on a déjà rencontré 6 communautés de communes en 2022. Voilà, et juste vous informer effectivement dans la lignée de ce qui est proposé sur le site France Mobilité. Vous montrer qu'il y a effectivement une page qui s'appelle aide.francemobilité.fr qui permet du coup d'avoir un portail qui donne les dispositifs de financement pour les projets de mobilité et les expérimentations. Et donc, vous pouvez vous créer des alertes pour savoir connaître les appels à projets, les dates auxquelles on doit rendre effectivement les projets.
Et si vous avez besoin d'aide sur ça, sur ce point-là, vous pouvez aussi contacter la cellule et on peut vous mettre en lien avec différents partenaires ou différents types de financement. Voilà, je laisse la parole à Mathieu. Ouais, merci Nathalie pour cette introduction. Donc moi je voulais revenir quand même sur, donc on va évoquer les actions possibles finalement de la part des collectivités, comment se saisir de la compétence mobilité pour améliorer justement la mobilité sur le territoire et améliorer la mobilité des citoyens. Je voulais revenir quand même sur un petit état des lieux actuel de la mobilité et finalement comment tout ceci a évolué sur les dernières années, les dernières décennies, puisque finalement comprendre d'où l'on vient, c'est un bon moyen de savoir comment se projeter vers l'avenir. Donc déjà le constat, alors excusez-moi, ça peut être des banalités pour certains, mais je pense que c'est toujours bon de le rappeler, c'est que le secteur des transports de la mobilité, aujourd'hui, c'est le plus gros secteur, c'est le secteur le plus important finalement dans nos émissions de gaz à effet de serre. C'est 30% des émissions de gaz à effet de serre en France qui sont dues au secteur des transports de marchandises et de mobilité des personnes. Donc c'est un très gros secteur, non seulement c'est un très gros secteur, mais également ce qu'on voit sur le graphique qu'on a ici, c'est que c'est à peu près le seul gros secteur dont les émissions ne baissent pas. Les émissions en fait sont stables, elles stagnent en fait depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Donc voilà, c'est un gros enjeu, mais on a beaucoup de mal à l'orienter, à le réorienter finalement vers la voie de la sobriété carbone. Et donc c'est un vrai défi et d'une certaine manière c'est un problème. Alors maintenant si on rentre un petit peu plus dans le détail, donc les émissions de CO2 des transports, c'est quoi? C'est une grosse masse, c'est assez difficile de l'appréhender. Et donc nous à l'ADEME on propose une grille d'analyse où finalement on décompose finalement les émissions de CO2 des transports en 5 facteurs. C'est en fait une multiplication entre 5 facteurs. Donc c'est d'une part la demande de transport, donc c'est combien de kilomètres nous tous, Français, on doit faire en un an pour faire nos différentes activités finalement. Donc la demande de transport. Qu'on multiplie par finalement une répartition modale. Ces kilomètres, j'en fais une partie en voiture, une partie en train, une partie en vélo, etc. Ensuite, on multiplie par le taux de remplissage. Les véhicules que j'utilise, finalement, est-ce qu'il y a une personne dedans dans la voiture? Est-ce qu'il y a 2 personnes, 3 personnes? On peut faire le même exercice sur les trains, sur les bus, etc. Et puis enfin, les véhicules que j'utilise, c'est quelle est leur efficacité énergétique? Donc quelle quantité d'énergie j'ai besoin pour faire 1 kilomètre? Et enfin, l'intensité carbone, l'énergie que j'utilise, est-ce que c'est une énergie qui est carbonée ou qui est décarbonée? Est-ce que c'est donc plutôt d'un carburant liquide qui va être plutôt carboné ou de l'électricité qui va l'être beaucoup moins? Et donc en décomposant finalement les émissions de CO2 selon ces 5 facteurs, on voit sur quoi on peut agir. On peut agir sur l'un des 5 ou l'ensemble de ces 5 facteurs dans le but de décarboner finalement notre mobilité. Le constat aussi, c'est que dans le débat public, dans le débat médiatique, dans le débat politique, on a tendance un peu toujours à parler des mêmes leviers, et certains on les oublie un peu. Par exemple, la voiture électrique, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est seulement un des facteurs. Le report modal, on en parle beaucoup aussi, parce que il y a beaucoup de polémiques autour de ça, sur voiture versus vélo, ou marche à pied, ou transport collectif. J'ai pas le choix, par exemple, d'utiliser ma voiture, ok, mais c'est qu'un des 5 facteurs en fait. C'est qu'un des 5 facteurs, il ne faut pas oublier les autres, notamment le premier. La demande de transport, en fait, personne ne dit aujourd'hui, il y a très peu de politiques qui visent à réduire les besoins de déplacement. C'est vraiment un angle mort des politiques publiques. Or, il est aussi important que les autres, puisque voilà, chaque terme de l'équation est aussi important, et un gain de 10% sur l'un ou l'autre de ces facteurs, finalement, aboutit au même résultat final. Alors maintenant, quand on regarde comment ils ont évolué, alors excusez-moi, normalement ça devait s'afficher au fur et à mesure, mais donc ce qu'il faut regarder d'abord, c'est le gris. Les émissions de CO2 des transports, elles ont été multipliées par 4,2 entre 1960 et 2015. On émet 4,2 fois plus de CO2 aujourd'hui pour se déplacer qu'en 1960. Et maintenant, si l'on regarde comment ont joué finalement chacun de ces 5 leviers que je vous ai présentés, on voit que le plus déterminant, c'est la demande de transport. En fait, les émissions de CO2 en gris et la demande de transport en rouge, donc le nombre de kilomètres que font l'ensemble des Français,
il y a une quasi-proportionnalité entre ces deux termes. Donc ça montre que la demande de transport, c'est vraiment le facteur déterminant de nos émissions de CO2 du secteur des transports. Et puis les 4 autres, finalement, ils s'équilibrent plus ou moins les uns les autres. Alors quand on est en dessous de 1, ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Donc l'efficacité énergétique des véhicules et l'intensité carbone de l'énergie vont plutôt dans le bon sens. Ça veut dire qu'en fait, on a des véhicules qui consomment de moins en moins de carburant. Mais on peut aussi se dire que finalement, si on regarde le verre à moitié vide, c'est qu'aujourd'hui, les véhicules de 2020 consomment seulement 37% de moins que les véhicules de 1960. Donc on a quand même 60 ans de progrès technique qui aboutissent seulement à 37% de gains par kilomètre parcouru en voiture. Donc c'est pas énorme. Et puis derrière, on a des facteurs qui jouent négativement. Donc la répartition modale, en fait, entre 1960 et aujourd'hui, on est passé d'une mobilité qui était très basée sur la marche à l'avènement de la voiture qui s'est généralisée dans les foyers. Et donc voilà, on utilise des modes finalement qui sont plus carbonés qu'avant, même s'il y a peut-être un petit retournement sur les dernières années. Mais en tout cas, sur une longue période, c'est le cas. Ici, c'est l'évolution des kilomètres parcourus en moyenne par les Français, par une personne en fait. Et on voit de la même façon que dans les années 50, 60, 70, 80, nos déplacements ont explosé littéralement. On voit là où dans les années, au tout début, on est en 1800, voilà, on faisait 4 km par jour, parce qu'on n'utilisait que la marche à pied en fait. Et on voit que est apparu le train en vert, puis surtout la voiture en orange. Et donc après la guerre, à partir de 45, et puis dans les années 50, 60, 70, eh ben, nos distances parcourues ont complètement explosé. Alors on pourrait se dire que ça a un peu ralenti, mais finalement quand on regarde les dernières années, ça continue d'augmenter assez nettement, notamment à cause de la voiture, et puis également en rouge au-dessus, c'est l'avion en fait. L'avion et notamment les compagnies low cost qui font que ça a quand même démocratiser l'usage de l'avion et sur les distances parcourues et donc le CO2, ça joue quand même plutôt négativement. Ce qui est important de noter également, c'est que en fait, on se déplace beaucoup plus loin, mais on se déplace le même temps dans la journée. On se déplace 1 heure par jour. Et c'était déjà le cas en 1800, on se déplaçait 1 heure par jour. 1 heure par jour, c'était 4 km à pied. Aujourd'hui, 1 heure par jour, c'est 50 km, dont à peu près une 35-40 en voiture, quoi. Il y a une constance des temps de déplacement qui a été observée à travers l'histoire. En fait, on se déplace toujours le même temps, 1 heure. Donc il y a des chercheurs qui ont montré ça en analysant la mobilité à travers les âges. On se déplace toujours 1 heure par jour. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous avez des modes de déplacement rapides qui arrivent, en fait, vous n'allez pas vous déplacer moins longtemps, vous allez plutôt aller plus loin, faire des activités plus lointaines et conserver cette constance de temps de déplacement. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, mais c'est vachement important en fait dans les politiques publiques, parce que si on continue de faire des modes de déplacement rapides, des autoroutes, des TGV, etc., en fait, le résultat, ce sera que les gens vont continuer de se déplacer de plus en plus loin. Et en fait, on aura réglé une partie du problème, mais y a des sortes d'effets de boucle de rétroaction en fait, qui se créent, qui se traduisent par un éloignement grandissant. On habite de plus en plus loin de son lieu de travail, on va de plus en plus loin pour pour faire ses courses, pour se divertir, etc. Alors, c'est lié notamment à un aménagement du territoire qui est défaillant, ou en tout cas qui est le fruit de cette augmentation de la vitesse. Donc ce graphique-là, pour l'expliquer assez rapidement, en rouge, ce sont les endroits où il y a plus d'actifs que d'emplois disponibles, et en bleu, c'est l'inverse, c'est les endroits où il y a plus d'emplois disponibles que d'actifs à proximité. Ce qu'on voit, c'est quand on compare 3 dates, 1975 à gauche, 1999 au milieu, 2012 à droite. En 1975, le territoire était quasiment bien équilibré partout, c'est-à-dire que vous habitiez n'importe où en France, vous aviez à peu près le même nombre d'actifs que d'emplois dans chaque ville, peut-être pas dans chaque quartier, mais dans chaque ville. Et puis à partir de le temps, voilà, au fil du temps, on voit que les déséquilibres territoriaux apparaissent. Et donc aujourd'hui, ou plutôt en 2012, on voit que dans toutes les agglomérations, finalement, il y a trop d'emplois dans la ville-centre et pas assez de logements. Et inversement, en périphérie, il y a trop de logements, pas assez d'emplois.
Donc le résultat, c'est quoi? C'est qu'on se déplace pour aller travailler, on habite plutôt en périphérie, on travaille plutôt dans le centre, et donc ça crée plein de problèmes, parce que ça crée des distances supplémentaires, ça crée de la congestion, des réseaux routiers, mais également des transports collectifs, etc., quoi. Donc voilà, donc c'est à la fois l'aménagement qui crée cette augmentation des distances, mais c'est aussi l'apparition de la voiture et des modes rapides qui fait qu'on peut se permettre d'habiter à 15-20 km. C'est pas trop pénalisant de faire le trajet tous les jours, et on reste dans l'heure de déplacement que j'évoquais tout à l'heure. Alors un autre constat, donc là j'ai beaucoup parlé des distances. Maintenant, si on regarde le mode de déplacement qu'on utilise, en fait, on se déplace toujours autant en voiture. On a une grande stabilité dans les modes de déplacement qu'on utilise ici. On compare les 2 dernières grandes enquêtes de l'INSEE, 2008 en haut, 2019 en bas. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle les parts modales, donc le pourcentage de trajets qu'on fait en voiture en bleu, à pied en jaune et en transport collectif en vert. Et on voit que ça n'a pas évolué en 11 ans, entre 2008 et 2019, quasiment pas. On faisait 64,8% de nos déplacements en voiture en 2008. On est à 63% en 2019. Donc en fait, il n'y a pas de différence, quoi. C'est l'épaisseur du trait. Donc on se déplace toujours autant en voiture. Bien sûr, il y a quelques petites différences d'un territoire à l'autre. Ici, si on classe par territoire, on voit que finalement, dans les grandes agglomérations, la part de la voiture en bleu donc, a tendance à reculer, mais un tout petit peu reculer. Et puis ailleurs, dans les toutes petites agglomérations rurales, la voiture reste très stable, voire même progresse dans certains endroits. Puis après, les véhicules, c'est quel type de véhicule on utilise. Je pense que la photo ici illustre assez bien l'orientation qu'a pris le marché automobile. On va vers des véhicules qui sont, entre guillemets, de moins en moins sobres, parce qu'ils sont de plus en plus volumineux, de plus en plus lourds. Entre 2000 et 2020, par exemple, si on regarde les caractéristiques de la voiture neuve moyenne vendue en France, elle est 10 cm plus large, 12 cm plus longue, elle pèse 100 kg de plus, la puissance a largement augmenté avec 30 chevaux en plus, et puis un phénomène assez récent, mais qui n'est plus tant que ça et qui a vraiment pris de l'ampleur. On était en 2020 à 43% de part de marché qui était constituée de SUV. En 2021, c'est même 46-47%, là où c'était quasiment inexistant dans les années 2000. Voilà, donc on va vers des véhicules qui sont beaucoup plus gourmands, en tout cas en matière. Et donc tout le gain technologique qu'on fait sur les moteurs, en fait, il est raboté par le fait que les voitures sont de plus en plus lourdes. Et donc voilà, on vient manger finalement le gain théorique qu'on aurait pu avoir en faisant des moteurs plus efficaces, mais finalement ils ne servent pas à consommer moins de carburant, mais à transporter finalement des tonnes supplémentaires de carcasses, quoi. Donc là aussi, c'est un vrai sujet. Alors, c'est pas forcément un sujet de collectivité territoriale, c'est plutôt un sujet de régulation du marché automobile qui se fait au niveau de l'État français, voire au niveau européen. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Alors, avec une petite pointe d'espoir, c'est que en 2021, le marché de l'électrique a vraiment décollé. Avec 10% de part de marché pour les véhicules électriques en 2021, plus 8,5% d'hybrides rechargeables. Donc au total, on est quasiment à un véhicule sur 5 vendu en France qui est électrifié. Donc là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si souvent les véhicules électriques qui se vendent sont plutôt sur le segment des SUV, parce que ce sont des véhicules qui sont plus chers et sur lesquels les constructeurs peuvent plus facilement se permettre d'aller mettre de l'électrique. Et donc, si je reprends la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, de 1960 à 2020, donc les émissions de CO2 des transports ont très fortement augmenté, puis se sont stabilisées. Maintenant, le défi pour 2050, et c'est les engagements de l'État français, c'est de décarboner complètement finalement le secteur des mobilités. Et on voit que c'est un sacré défi, parce que ça veut dire qu'il faut réussir à les faire diminuer encore plus fortement, encore plus rapidement, que la façon dont elles ont progressé entre les années 60 et les années 2010. Donc un vrai défi, et pour lequel il va falloir utiliser les 5 leviers que je vous ai présentés tout à l'heure. On ne peut pas en utiliser qu'un ou deux. On est obligé de miser sur les 5, sinon on ne sera pas dans le bon tempo, et on sera en retard par rapport aux engagements que l'État français et que l'Europe ont pris. Merci Mathieu pour ce tour d'horizon qui replace le contexte, et puis ça permet aussi de
d'expliquer aussi pourquoi en partie il y a une loi d'orientation des mobilités. Voilà, donc rapidement pour vous reprendre alors effectivement c'est une loi qui est importante, hein, qui contient 200 articles. Après cette loi, il y a eu plus de 100 textes, il y a eu des décrets, des ordonnances, etc. Donc c'est quand même une loi qui a suscité pas mal de médiatisation aussi, des groupes de travail, etc. L'idée, c'est quand même de se dire qu'on a toujours visé l'urbain, le transport urbain, on a toujours parlé de transport urbain, et que là, en fait, on s'est intéressé aux zones rurales en se disant, un des objectifs de la LOM, c'est aussi de se dire que les questions de mobilité, elles se posent aussi dans les zones rurales, et elles se posent avec autant d'acuité que dans les zones urbaines. Donc, le législateur a essayé de construire peu à peu cette loi et de se dire qu'il fallait sans doute revenir à un changement sans doute orienter les choses un peu différemment et donc investir plus et mieux dans les transports du quotidien. L'idée, c'était de remettre aussi de l'investissement sur le ferroviaire, par exemple, de se dire qu'il fallait aussi entretenir les réseaux existants, désenclaver les territoires ruraux et pas forcément tout miser sur les grandes lignes TGV rentables. Donc là, c'était aussi une des idées de travail, un des axes de cette loi. Et puis, l'idée aussi, c'était de se dire qu'il y avait ce qu'on a appelé des zones blanches de la mobilité. Hein. Ce sont les termes d'Elisabeth Borne, qui était à l'époque ministre des Transports, de la transition écologique. Et que ces zones blanches, il fallait les faire disparaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les zones blanches de la mobilité ce sont surtout des zones administratives. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passait rien dans les territoires ruraux, mais en tout cas, ça veut dire que sur certains périmètres, il n'y avait pas d'autorité organisatrice de la mobilité qui était vraiment identifiée. Donc l'idée, c'était de travailler sur cette gouvernance des mobilités et de se dire qu'il fallait que sur tout le territoire français, il y ait une autorité qui s'occupe des mobilités et donc une AOM qui puisse être clairement identifiée. Le deuxième pilier, c'était de se dire qu'il fallait évidemment encourager les nouvelles solutions. Alors, comme l'a montré Mathieu, il va falloir qu'on agisse aussi avec différents leviers. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne solution, que la voiture électrique n'est pas suffisante, qu'il va falloir travailler sur différents aspects, y compris sur les mobilités actives. Donc c'était aussi favoriser l'innovation et se dire que il fallait que dans le domaine de la mobilité, il y ait de l'innovation et évidemment donc favoriser cette transition vers une mobilité plus propre. Voilà, donc je vais aller quand même rapidement. Il y a tout un panel. Alors, on pourrait passer des heures sur la loi d'orientation des mobilités parce qu'il y a beaucoup de mesures. Globalement, l'idée, c'était aujourd'hui de vous donner un panel de tout ce que, des mesures dont vous avez forcément entendu parler, puisque ça a aussi été relativement médiatisé. Hein. L'idée de dire qu'il fallait un permis de conduire moins cher, qu'il fallait un forfait mobilité durable, donc qui se met petit à petit en place. Il y a 30% environ des employeurs aujourd'hui qui ont commencé à mettre en place ce forfait mobilité durable. Donc c'est 200, dans la limite de 200 € par an pour les agents de l'État. Il y a effectivement jusqu'à 400 € par an pour le monde de l'entreprise. Et donc c'est soit si vous utilisez, si vous pratiquez le covoiturage ou si vous allez en vélo au travail, il y aura effectivement pour les employeurs des exonérations d'impôts et de cotisations sociales. Sinon, accélérer le développement des solutions innovantes de mobilité. Là, on peut parler des navettes autonomes, on peut parler de tout ce que connaît bien l'IMTD aussi sur l'innovation, hein, d'essayer de faciliter tout ce qui pourrait nous aider justement à aller vers la transition écologique. Travailler aussi sur la mobilité des personnes handicapées, travailler sur la mobilité des jeunes, puisqu'on sait qu'aussi il y a beaucoup de jeunes qui refusent un emploi parce qu'ils n'ont pas de moyens de mobilité pour s'y rendre. Donc c'était le deuxième grand pilier de la LOM et de faciliter aussi les alternatives à la voiture individuelle. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on travaille sur les sujets, mais l'idée c'était de donner un petit coup d'accélérateur en tout cas sur ce point-là. Et puis la mobilité de domicile-travail, il y avait quelque chose d'assez important, c'était de dire que ça devait être un thème obligatoire de négociation sociale pour que les entreprises s'engagent et qu'elles puissent aussi aider leurs salariés à se déplacer. Donc ça peut être un titre de mobilité sur modèle un chèque restaurant, etc. Ça peut être différentes aides à la mobilité. Voilà. Je vais pas trop détailler parce que là on est vraiment sur une idée assez large du panel de ce que contient la LOM, évidemment. Sur la transition vers la neutralité carbone, Mathieu en a déjà parlé. L'idée, c'était aussi de travailler sur la prime à la conversion et aussi sur le déploiement des bornes de recharge électriques. Donc, il y a beaucoup de bornes de recharge. Vous les voyez fleurir un peu partout sur les territoires. Donc, de travailler sur le déploiement de ces bornes de recharge. On a entendu beaucoup parler du plan vélo aussi.
c'était quand même un des grands axes de la LOM de travailler sur ce plan vélo et effectivement d'avoir plus de pistes cyclables, d'avoir ce dont rêvent les cyclistes, un itinéraire sécurisé, de lever les freins aussi à la sécurité des enfants, par exemple, de favoriser aussi la mobilité scolaire. Donc sur tous ces aspects-là, pour qu'on puisse effectivement avoir un panel de solutions pour atteindre les objectifs de transition écologique, de décarbonation. Donc aussi travailler sur le covoiturage. Donc là, c'est quelque chose qui se développe. On connaît tous Blablacar. Mais voilà, c'était d'amplifier aussi ces aspects-là. Et on en parlera après, les zones à faible émission. Donc il y en aura une dans le Valenciennois notamment. Donc il y en a quelques-unes dans les Hauts-de-France pour promouvoir un air plus respirable et trouver des mesures un peu spécifiques dans ces zones-là. Voilà, je ne vais pas détailler plus parce que je vois que le temps passe quand même. Et puis on voudrait laisser la place aux échanges. Mais en tout cas, voilà, vous avez très rapidement brossé le cadre général de la LOM. Ce sur quoi nous on a énormément travaillé, ce sont les autorités organisatrices de la mobilité. Alors j'espère que vous avez tous trouvé la réponse à la première question. Qu'est-ce qu'une AOM? Donc c'est bien une autorité organisatrice de la mobilité. Et donc sans surprise, c'est l'acteur compétent pour l'organisation des mobilités sur ce qu'on a appelé le ressort territorial. Le ressort territorial, ça correspond au périmètre d'une communauté de communes, par exemple, puisque le travail essentiellement s'est porté sur les communautés de communes qui devaient donc décider ou pas de devenir autorité organisatrice de la mobilité. Et elles avaient jusqu'au 31 mars 2021 pour le faire. Qu'est-ce qu'une autorité organisatrice peut faire sur son territoire? Elle est tout simplement l'acteur référent qui va pouvoir mettre en place des services de mobilité, des initiatives de mobilité en général, encourager à des pratiques plus vertueuses et contribuer donc à ces objectifs dont on parlait tout à l'heure de lutte contre le changement climatique, l'étalement urbain, etc., la pollution de l'air. Donc là, l'article de référence, si vous voulez retenir un seul article sur la LOM, ce serait celui-là. C'est le L1231-1 du Code des transports qui fait référence aux compétences des AOM. Et dans cet article-là, vous avez l'ensemble des collectifs, enfin des personnalités, j'allais dire, des structures qui peuvent devenir AOM. Et on fait notamment référence à une des questions, hein, quand on parlait du pôle métropolitain. Est-ce qu'un pôle métropolitain peut devenir AOM ou pas? Donc pendant tout ce temps de travail après la LOM, il fallait à chaque fois vérifier que telle ou telle structure pouvait bien devenir AOM. Et on a notamment travaillé sur ces aspects-là. Voilà, donc qu'est-ce qu'une autorité organisatrice de la mobilité peut faire sur son territoire? Alors, on entend parler effectivement de nouveaux mots qui sont maintenant quand même beaucoup plus partagés qu'avant dans le vocabulaire. On parle de mobilité partagée, on parle de mobilité active, on parle de mobilité solidaire. Que recouvrent tous ces termes? Un ensemble de solutions en fait, qu'on peut déployer sur les territoires. Les autorités organisatrices peuvent faire du conseil en mobilité. Donc là, du conseil en mobilité, c'est vraiment l'accompagnement de publics défavorisés qui parfois effectivement ne peuvent pas toujours utiliser des transports ou n'ont pas connaissance de l'offre de transport sur le territoire. Donc il y a tout ce travail d'accompagnement. On a des conseillers en mobilité, des chargés d'études en mobilité qui peuvent travailler sur cet accompagnement justement. En tant qu'AOM aussi, on peut travailler sur les marchandises et la logistique. C'est souvent un thème, c'est un peu le parent pauvre, c'est un thème qui est souvent oublié, hein, la logistique urbaine, la logistique en général. Et puis on peut travailler sur les plateformes de mobilité. Alors on voit émerger beaucoup de plateformes de mobilité. Donc les AOM peuvent mettre en place ces plateformes de mobilité. Et puis verser des aides individuelles à la mobilité. On voit émerger aussi des initiatives comme les garages solidaires qui permettent à des publics qui n'ont pas forcément les moyens de faire réparer leur voiture. Voilà, tout ce que ça peut recouvrir, du transport scolaire, du transport évidemment régulier et du transport à la demande. Voilà tout ce qu'elles peuvent faire. Alors, elles sont pas, quand elles sont devenues AOM, les communautés de communes n'ont pas l'obligation de mettre en place tout ce qui est listé là à l'écran. Elles peuvent choisir de mettre en place les services qui sont les services les plus appropriés sur leur territoire. Elles n'ont aucune obligation de tout faire. Si elles veulent juste mettre en place un service de transport à la demande, elles peuvent le faire. Donc là, c'est là où finalement la LOM était assez souple par rapport à ce qui avait pu, en tout cas, être une inquiétude en disant si je deviens AOM, est-ce que je suis obligée de faire tout ce qu'il y a là? Non, on n'est pas obligé de faire tout ce qu'il y a là. On peut mettre en place les services qui sont les plus pertinents et pour lesquels on a aussi les financements. Et c'était évidemment cette question-là qui posait question, c'est comment je finance ces nouveaux services en tant que nouvelle AOM. Et il peut y avoir aussi une montée en compétences, c'est-à-dire que je peux mettre en place un service en tant qu'AOM
Et puis après, je mettrai en place d'autres services quand je pourrais le faire en termes financiers, en termes budgétaires. Donc, qui peut choisir de prendre la compétence mobilité? À l'époque, il fallait que les communautés de communes donc, se prononcent sur cette compétence. Est-ce qu'elles voulaient que leur commune qui les compose leur transfère cette compétence mobilité? Donc, elles ont réfléchi à la question et voilà, c'était soit effectivement à l'échelle de leur territoire, soit elles pouvaient transférer cette compétence mobilité à une échelle plus large qui correspondait en fait au bassin de déplacement à une échelle beaucoup plus large, à l'échelle d'un syndicat mixte, d'un pôle d'équilibre territorial et rural, d'un syndicat mixte de SCOT, d'un parc naturel régional, etc. Je ne vais pas détailler. Mais à l'époque, un pôle métropolitain ne pouvait pas devenir AOM au moment de la LOM. Et depuis la loi 3DS, mais Thomas nous en parlera tout à l'heure, un pôle métropolitain maintenant peut devenir AOM. Donc, je ne sais pas si vous avez répondu à la question. Mais voilà, vous savez que maintenant, un pôle métropolitain peut devenir AOM. Il y avait une question qui se posait aussi, c'était la question des communes, puisqu'il y a des communes qui avaient mis en place des services de mobilité sur leur territoire. Et à partir du 1er juillet 2021, les communes n'étaient plus AOM. Donc ça posait quand même aussi des questions à ces communes en disant est-ce que je peux maintenir mon service de mobilité qui fonctionne très bien sur mon territoire à l'échelle de ma commune? Et c'était une inquiétude qui était assez visible. Et l'idée de la LOM, c'était pas en tout cas l'idée du législateur, c'était pas de détruire l'existant qu'il y avait sur les territoires. Donc bien sûr, les communes qui avaient un service de transport efficient et efficace, et puis même si c'était pas forcément efficace, mais qu'elles jugeaient que ça répondait à un besoin sur le territoire, elles pouvaient évidemment maintenir ce service. Donc il y a des services qui existent encore à une échelle communale. Mais par contre, si aujourd'hui elles veulent mettre en place un nouveau service de mobilité, elles peuvent plus le faire en tant que commune, toutes seules. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur le calendrier, mais ça vous montre en gros quels étaient les scénarios en fait, pour les collectivités. Est-ce qu'elles devenaient, soit la communauté de communes devenait AOM, soit c'était la région qui devenait AOM de substitution si elle choisissait de ne pas se voir transférer cette compétence mobilité. Donc la gouvernance de la mobilité suite à la LOM, c'est vraiment un des points centraux de cette loi, c'est de dire on arrive à un schéma type qui est assez simple. C'est soit on a la région, enfin, d'une part, qui est autorité organisatrice de la mobilité régionale, et d'autre part, on a un système intercommunal, on a une AOM locale, qui est bien souvent une communauté de communes, qui est devenue AOM sur son ressort territorial. Donc un échelon vraiment, un échelon du territoire de proximité pour faire de la mobilité, surtout à l'échelle de son territoire. Donc l'idée, c'était d'assurer une coordination entre ces deux échelles. C'est pour ça qu'il y avait les fameux bassins de mobilité, vous en avez sans doute entendu parler, puisque la région doit élaborer des bassins de mobilité à l'échelle de son territoire. Donc pour les Hauts-de-France, il y en a une dizaine, si ma mémoire est bonne. Et donc il y a eu une concertation par rapport à ces bassins de mobilité qui traduisent donc, une certaine réalité géographique et aussi une certaine réalité à l'échelle des flux de déplacement qui sont à l'échelle de la région. Donc il y a aussi une particularité de la LOM, qui était de créer en fait le contrat opérationnel de mobilité. Ce contrat, c'est donc un engagement réciproque entre les différents partenaires. Et donc, vous avez la liste des partenaires qui sont obligatoirement prenantes au contrat opérationnel de mobilité. Donc, la région, les AOM, les syndicats mixtes, qui sont des syndicats mixtes SRU, en fait, qui sont des syndicats mixtes spécialisés souvent dans le domaine de la mobilité. Les départements, les gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles d'échange multimodaux. Et selon les spécificités du territoire, il peut y avoir des EPCI, donc des établissements publics de coopération intercommunale, une région limitrophe ou d'autres partenaires. Voilà. Sur la gouvernance de la mobilité. Donc là, c'est juste pour reprendre un petit peu les éléments. C'est dire qu'avant la loi d'orientation des mobilités, il y avait déjà des structures qui étaient déjà autorités organisatrices de la mobilité. Donc on avait évidemment les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles. Certaines communes qui étaient assez particulières, donc sur des îles monocommunales, donc là c'est vraiment l'exception. Et on a évidemment les régions qui sont AOM régionales pour l'ensemble de leur région. Donc les communautés de communes ne sont pas AOM de droit, c'est qu'il fallait qu'elles aient ce processus administratif pour demander à leur commune de devenir AOM. Donc certaines, dans les Hauts-de-France, n'ont pas choisi de devenir AOM ou n'ont pas pu devenir AOM pour certaines
à certaines raisons. Donc dans les Hauts-de-France, il y a seulement 10 communautés de communes qui ne sont pas devenues AOM, ce qui est quand même une particularité de la région Hauts-de-France, puisque la plupart des régions, il y a eu très peu de communautés de communes qui sont devenues AOM, et on vous montrera la carte tout à l'heure. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement pour vous montrer le schéma en fait, dans lequel on a dû se projeter. En fait, on se projetait dans des hypothèses. Est-ce que la communauté de communes devient AOM ou est-ce que la communauté de communes ne souhaite pas être AOM? Là, on est dans le cas de la numéro 1 où une communauté de communes devient AOM. Et à l'intérieur de ce cas de figure, il y avait deux hypothèses. Il y avait une possibilité qu'elle reprenne les services régionaux qui étaient sur son ressort territorial. Elle pouvait les reprendre en intégralité. La plupart d'entre elles ont choisi de ne pas reprendre parce que c'est souvent très lourd et elles souhaitaient que la région continue à exercer et à organiser ses services régionaux qui sont des transports à la demande, des transports scolaires en grande partie et des transports réguliers aussi, et elles ne souhaitaient pas les reprendre. Donc on avait juste cette particularité-là où les communautés de communes pouvaient faire la demande à la région pour reprendre les services régionaux sur leur ressort territorial. Voilà. Mais pour l'instant, elles sont très peu à l'avoir fait, ce qui peut se comprendre, puisqu'effectivement, il y a une question du financement qui revient toujours. Comment je vais financer tout cela? Comment je vais pouvoir financer ces lignes de transport? Voilà. Et donc le deuxième cas, c'était si une communauté de communes ne devient pas AOM, parce qu'il n'y a pas eu de transfert de compétences, qu'est-ce qui va se passer? Et ça a été effectivement les interrogations des communautés de communes, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir faire, et qu'est-ce qui va se passer en fait pour les services de mobilité, parce que finalement en tant que citoyen, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas conscience des limites administratives ou de l'organisation administrative. Ce que vous voulez faire, c'est vous transporter d'un point A à un point B. Sauf qu'en fait, il fallait qu'à l'échelle de la communauté de communes, il fallait qu'on se pose la question de savoir s'il y avait certains transferts de services de la commune à la communauté de communes. Et puis aussi, donc ça c'était le premier cas, et le deuxième cas c'était de se dire qu'est-ce que je pourrais faire si je ne deviens pas AOM. Donc si je ne deviens pas AOM, je ne pourrais plus organiser de service public de mobilité et je ne pourrais pas cofinancer un service de transport, un service de mobilité, sauf à le justifier au titre d'une autre compétence, qui peut être la compétence voirie ou une compétence sociale si je fais de la mobilité solidaire. Mais ça veut dire que quand même mon champ d'action pour mettre en place des services de mobilité est très très restreint, voire quasi, je peux quasiment plus faire grand-chose sur la question des mobilités si je ne suis pas devenue AOM. Donc je ne peux pas mettre en place des services de location de vélo, d'autopartage, je ne peux pas financer de services de location de vélo, d'autopartage. Ce qui restreint vraiment le champ des possibles. Et on a rappelé à divers titres que les communes ne seront plus AOM, ne sont plus AOM désormais depuis le 1er juillet 2021 et qu'elles-mêmes, elles ne peuvent pas organiser de nouveaux services autres que ceux qu'elles faisaient déjà avant la loi d'orientation des mobilités. Voilà. Il y avait juste une question parfois sur la question des services privés, parce qu'il y a souvent des services qui sont pour, par exemple, du transport extrascolaire pour emmener des enfants à la piscine hors cadre scolaire. Ça relève souvent de ce qu'on appelle du transport privé. Et donc, quand c'est du transport privé, la commune peut encore mettre en place ce type de transport. Donc, à chaque fois, il y avait, dans les questions qu'on a pu avoir au sein de la cellule, c'était de caractériser est-ce qu'on était dans le cas d'un transport public ou dans le cas d'un transport privé, et est-ce qu'il allait pouvoir rester ou pas à la commune ou à la communauté de communes. Voilà, je sais que c'est assez complexe. L'idée, c'est de faire comprendre qu'effectivement, quand je suis AOM, j'ai beaucoup de possibilités, d'expérimentation. Quand je ne suis pas devenue AOM, aujourd'hui, je m'en remets à la région Hauts-de-France, qui est AOM de substitution pour mon territoire, pour ma communauté de communes. Voilà. Et du coup, c'est la région qui va mettre en place les services de mobilité à l'échelle régionale pour mon territoire et aussi à l'échelle locale pour mon territoire. Voilà. Donc, le champ des possibles est après très limité. Donc là, je ne vais pas tout détailler, mais c'était juste pour vous montrer le travail qu'on avait fait pour détailler en fait ce qui relevait du transport privé, du transport public, du cas particulier des transports scolaires qui a suscité aussi pas mal de questions. Et en fait, quand on fait ce type de tableau, on s'aperçoit qu'après la réponse est assez simple. Il suffit de cocher les cases et puis de savoir qui fait quoi en fait. Et c'est vraiment
voilà, l'objet du tableau. Le premier tableau, c'était de savoir ce qui va se passer pour les services de transport existants. Et le deuxième tableau que je vais montrer, c'était de savoir ce qui en sera pour le futur et comment je vais pouvoir mettre en place un service de mobilité si je le souhaite, en fonction de ce que je souhaite mettre en place sur le territoire. Est-ce que c'est un service de transport privé ? Est-ce que c'est du transport scolaire? Et après, dans les services de transport public, est-ce que c'est une ligne régulière? Est-ce que c'est une ligne de transport à la demande? Est-ce que c'est du transport à la demande? Est-ce que je travaille plutôt sur les mobilités actives ou sur l'usage partagé des véhicules? Et voilà, donc vous avez tous les cas de figure. Ce qu'on peut dire sur ce tableau, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui ont porté aussi sur les délégations, parce qu'effectivement, la région peut déléguer aux collectivités certains services de transport. Donc c'était un peu la question, est-ce que je pourrais encore avoir une délégation avec la région sur certains services de mobilité? Donc on attirait juste l'attention sur le fait que c'est une possibilité, pas une obligation. Après, c'est à la discrétion de la région si elle veut accorder ou pas une délégation à une collectivité pour mettre en place un service de transport, ou si au contraire, c'est la région qui continue ou qui met en place ce système-là, ce service-là. Voilà, là c'est un peu la même chose en image, c'était juste pour visualiser. Donc vous avez les différents schémas, le cas où une communauté de communes est devenue AOM et le cas où elle n'est pas devenue AOM. Et donc vous voyez bien la différence en fait entre le périmètre, le ressort territorial et l'ensemble des services qu'on peut mettre en œuvre quand on est AOM. Et par contre, à l'inverse, quand on n'est pas AOM, voilà ce qu'il reste en fait. Et on insiste que quand on n'est pas AOM, on ne peut pas lever le versement mobilité, qui est en fait un impôt qui est assis sur la masse salariale des entreprises. Et si je ne peux pas avoir de versement mobilité, je ne peux pas non plus du coup avoir un financement pour mettre en place certains services de mobilité sur mon territoire. Voilà pour cette partie-là. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter quelque chose sur ça, ou si on continue. Ou si vous avez des questions déjà peut-être à ce stade. Bon, je présente la carte. Alors la carte, elle est très simple. Il y a une dichotomie nord-sud. C'est pas la couleur du soleil en bas et le bleu du ciel de la partie nord de la France. Mais en gros, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'on a vraiment une séparation entre le nord et le sud, avec une France qui a pris la compétence pour la partie nord, la compétence mobilité, et pour la partie sud, très peu d'AOM très peu de collectivités qui sont devenues AOM. Alors ça s'explique pour une raison très simple en général. C'est une raison souvent politique. Ça dépend de l'incitation ou pas des régions, justement, de dire à leur collectivité prenez la compétence. Certaines régions du Sud ont préféré dire nous allons être AOM sur votre territoire. Donc ça s'explique effectivement par cette carte. Vous voyez très bien la différence nord-sud, avec évidemment toujours quelques exceptions, mais globalement ça s'explique comme ça par la position de la région qui a été incitative ou pas. Et vous voyez dans les Hauts-de-France, on est plutôt sur une carte très très bleue et verte chez nous, puisqu'effectivement la région a été très volontariste et très facilitatrice pour aider au transfert de compétences et a notamment rencontré grand nombre de collectivités dans les Hauts-de-France pour les aider à comprendre la loi, pour les aider à prendre la décision. On a cette carte-là que vous pouvez retrouver soit sur le site du CEREMA, soit sur le site de France Mobilité, qui est régulièrement mise à jour s'il y a des petits changements. Il y a des cas de figure où on peut reprendre la compétence mobilité si on ne l'a pas prise tout de suite. Donc une communauté de communes qui fusionnerait avec une autre pourrait éventuellement reprendre cette compétence, ou si elle rejoint un syndicat mixte, ou si un syndicat mixte transport par exemple est créé, on peut reprendre éventuellement cette compétence, mais c'est quand même très très difficile de reprendre la compétence mobilité quand on a dépassé la date du 31 mars 2021. Donc globalement, cette carte ne devrait pas évoluer, ou très peu en tout cas à la marge, dans certains territoires, et peut-être sans doute plus dans le sud que dans le nord, que dans la partie nord. Voilà. Donc là, c'était simplement, c'est notre correspondant de la région qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais que vous pouvez contacter et qui a été très présent sur les territoires pour présenter la LOM, qui nous a donc délivré ces cartes-là. Donc vous voyez, pour les Hauts-de-France, 10 communautés de communes non AOM, le reste étant en orange des AOM qui étaient existantes avant la loi d'orientation des mobilités,
Et pour les autres, tout en vert, celles qui ont fait ce choix-là, donc au total 49 collectivités qui ont fait ce choix-là. Et là, c'est exactement la même carte. À peu de choses près que vous avez la déclinaison en type de structure. Donc vous avez la métropole européenne de Lille, par exemple, en rose, et après les différents types de syndicats mixtes, etc. Mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais en tout cas, voilà. Vous pouvez retrouver cette carte puisqu'elles seront en open data sur le site de la région Hauts-de-France et on les aura aussi sur le site France Mobilité. Alors très rapidement, donc, pour le CEREMA, on avait travaillé sur un guide pour devenir AOM et vous pouvez le retrouver aussi sur le site du CEREMA et sur le site France Mobilité. On avait essayé d'aider au mieux et de répondre à toutes les questions sur cette fameuse loi d'orientation des mobilités. Voilà, je vais laisser la parole à Martial et Thomas. On prend des questions. On prend des questions si je ne vous ai pas complètement assommé. Oui. Merci pour votre présentation. C'est déjà sur les... Merci pour vos présentations. Sur les 1 heure moyenne stable de temps de transport, combien de temps est consacré au transport pour aller au travail? Est-ce que vous avez cette donnée ou pas, s'il vous plaît? Ouais, c'est à peu près 40% des kilomètres. Alors ça ne veut pas forcément dire 40% des distances, mais bon, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, c'est à peu près 40% de nos déplacements locaux sont des kilomètres relatifs au trajet domicile-travail. Très bien. Voilà, donc à partir du moment où on a cette importance, quel partenariat est possible entre le public, la région, sur la mobilité, et l'entreprise? C'est une vraie question parce que, en fait, si on reprend même d'un point de vue historique, il y a plusieurs décennies, en fait, les entreprises, elles logeaient leurs salariés, elles s'arrangeaient pour les loger à côté. Et en fait, elles réglaient à la fois la question du logement et du transport. Vous étiez à côté de votre lieu de travail. Aujourd'hui, en fait, on est un petit peu dans ce que j'appelle une fuite en avant, c'est que, en fait, l'entreprise, elle vous paye votre déplacement, quoi, plus ou moins. Il y a plein de dispositifs qui permettent à l'entreprise de rembourser des frais par-ci, via la déclaration d'impôt, d'autre part, je me fais rembourser une partie de mes frais professionnels, etc. Et donc, en fait, on a renoncé, d'une certaine manière, à faire de la proximité. Et on intervient après coup, un peu en réparation des dégâts. Il y a des gens qui habitent trop loin, donc et ça leur coûte trop cher, donc je répare les dégâts et je donne des chèques, quoi, en gros. Donc on a une vision purement mobilité, alors que ça pourrait se traiter de manière complètement inverse par plutôt de la proximité et par une politique plutôt de logement. Aujourd'hui, une entreprise, elle est pas incitée non plus du tout à recruter localement, quoi. La plupart du temps, elle ne va pas tenir compte de ces questions-là. Le chômeur, il doit accepter une offre d'emploi, sinon il est radié, même si elle est à 60 km de chez lui. Donc vous avez plein de petits trucs comme ça qui arrivent et qui sont en fait extrêmement contre-productifs du point de vue des mobilités, même si c'est pas pour ça qu'elles sont inventées, ces règles. Mais le résultat, c'est que sur la mobilité, ça crée de l'éloignement, quoi. Il y a un vrai enjeu pour l'entreprise. J'ai le plaisir de former des futurs directeurs des ressources humaines qui sont avec moi aujourd'hui. Et l'enjeu, il est non seulement économique, mais également dans tout ce qui concerne la qualité de vie au travail et notamment personnel aussi des collaborateurs qu'on recrute dans ce sens avec une mobilité. Cet aspect très important. Ouais, dès le recrutement. Hein. C'est très vrai. C'est d'ailleurs recruter local, c'est même un critère de productivité. Hein. On le voit dans certaines enquêtes. Les salariés qui habitent loin de leur lieu de travail, en fait, premièrement, ils sont moins fidèles à l'entreprise, ce qui peut se comprendre, parce que le jour où ils ont le même poste à côté de chez eux, ils vont déserter beaucoup plus facilement l'entreprise. On a des enquêtes aussi qui montrent que d'un point de vue esprit d'équipe, c'est pas top, parce que quand on habite loin, après le travail, en fait, on n'a pas de temps à perdre, donc on repart d'emblée chez soi.
là où ceux qui habitent plus près vont plus fréquemment, et c'est des enquêtes qui le montrent, hein, des sondages auprès des salariés, ils vont plus fréquemment s'attarder un petit peu, limite aller boire un verre de temps en temps avec le collègue, etc. Donc même d'un point de vue productivité et donc intérêt propre de l'entreprise, sans même parler de l'environnement, c'est beaucoup plus intéressant de recruter localement. Désolée, je vous sollicite beaucoup. Je rêve d'un rapprochement entre la région et l'entreprise pour atteindre cet objectif commun de faciliter cette mobilité à 40% des 1 heure de temps par jour. Il y a de beaux partenariats envisageables. Tout à fait, tout à fait. Et on voit aussi, je termine là-dessus, on voit aussi certaines pratiques qui sont de l'ordre de l'habitude, on fait plus attention, mais par exemple, on voit que dans 90% des offres d'emploi aujourd'hui, c'est marqué permis B. Mais en fait, il y a très peu d'emplois qui nécessitent vraiment de se déplacer. Mais en fait, ils font une sorte de copier-coller de la fiche de poste d'avant. On le laisse parce que voilà, on fait pas trop attention, on laisse le truc, ça mange pas de pain. C'est même limite considéré comme un gage de sérieux d'avoir le permis bien souvent. Mais en fait, il y a plein de gens qui du coup ne se sentent pas, se disent je peux pas répondre à celle-là, j'ai pas le permis, alors qu'ils pourraient très bien se déplacer vers l'entreprise en transport, à pied, à vélo, s'ils habitent pas loin. Et donc il y a aussi sans doute des petits trucs comme ça dans la culture un petit peu des ressources humaines et des entreprises, sur lesquels on peut avoir des gains rapides finalement, ça coûte rien, c'est juste faut prendre l'habitude de pas forcément de s'interroger est-ce que je mets permis B ou pas quoi, et pas je le remets parce que celle d'avant et celle encore avant avait cette disposition dans l'intitulé de la fiche quoi. Oui, bonjour. Jean-Paul Fontaine. Alors, je suis conseiller régional, donc un peu concerné par la région. Moi, je suis assez preneur d'explicitation de ce que vous souhaitez. Simplement de rappeler qu'une collectivité n'a pas forcément de baguette magique et qu'il doit y avoir aussi un volontarisme du partenaire à faire évoluer les choses. Il y a quand même, il faut le reconnaître, une mutation des profils dans le recrutement. On est davantage, vous parliez de bien-être au travail, il y a la qualité de vie aussi, la vie personnelle qui prend un peu plus le dessus aujourd'hui par rapport à la vie professionnelle. C'est aussi une réalité dans les recrutements, peut-être pas dans les recrutements de haut niveau, mais dans les recrutements d'opérateurs ou de personnel comme ça, c'est un peu plus vrai. Donc, cette mutation, elle existe. On a aussi le télétravail qui se met en place. Et moi, je le constate quand même au regard des entreprises que je peux connaître sur certains territoires. C'est difficile à mettre en place. Le Covid a été un bon vecteur, enfin un bon vecteur, je mets des guillemets, mais aujourd'hui, certaines entreprises continuent avec le télétravail parce qu'elles en ont trouvé un bénéfice. D'autres disent on a moins de contact avec nos collaborateurs, donc on revient un petit peu en arrière sur le télétravail. Donc je pense qu'il faut aussi savoir se positionner sur ce type d'activité. Et puis, il y a aussi quand même des emplois qui ne peuvent pas être télétravaillés, qui nécessitent d'être sur des postes d'opérateurs. Je pense au Douaisis où on va avoir l'usine de batteries électriques qui va se mettre en place, 6000 agents. Ils ne vont pas forcément tous pouvoir télétravailler. Il y a des choses qui sont mises en place. On revient un peu sur des systèmes de ramassage des collaborateurs. Et ça a aussi du mal à se mettre en place parce qu'il n'y a pas de mobilité des collaborateurs pour y participer. Donc moi, je suis assez preneur de pistes de réflexion parce qu'on veut bien donner un coup de main, mais ce n'est pas nous qui sommes aux manettes pour le recrutement dans les entreprises. On est prêt à accompagner, mais il faut vraiment décliner ce que vous souhaiteriez attendre de la part de la région. Oui, moi je voudrais un peu rebondir sur ce que vous avez dit, madame. Moi, il y a un paramètre qui m'interpelle dans ce que vous avez dit, c'est que vous n'avez pas tenu compte des collaborateurs, de leur capacité à acheter ou louer une maison à proximité d'un lieu de travail.
Je veux dire, regardez la région lilloise, pourquoi les gens s'écartent, je dirais, du centre-ville? Tout simplement parce que le coût au mètre carré est beaucoup moins cher. Et moi, j'avais une autre question. Est-ce que l'implantation de certaines entreprises n'est peut-être pas à revoir? Parce que si vous restez sur votre lieu et puis vous demandez aux collaborateurs de faire l'effort de se rapprocher, mais il n'a peut-être pas les moyens de trouver une habitation à proximité. C'est un paramètre qu'il faut tenir compte. Par contre, moi, j'avais une question par rapport à votre présentation. Au tout début, vous parlez du gagement CO2 par rapport à la loi LOM. Donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment ciblé sur le transport des personnes. Mais globalement, quelle est la part de CO2 de transport des personnes par rapport au transport global? Et moi, j'inclus dedans le transport des marchandises. Parce que quand on voit le nombre de camions qui circulent, ils ont sûrement... Certes, le transport des personnes a une part, mais quelle est la part des transports des personnes et la part des marchandises? Et à partir de là, est-ce que aussi il y a des éléments qui sont mis en place? Ouais, alors c'est à peu près le ratio, c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers pour le transport de marchandises, 2 tiers pour le transport des personnes. Dans le transport des personnes, on peut aller plus loin à dire c'est quoi la mobilité locale et la mobilité longue distance de type vacances, de type week-end. Donc c'est en gros, c'est à peu près la moitié pour déplacements locaux, 20% pour la mobilité longue distance et à peu près 30%, un peu plus, pour le transport de marchandises. Donc oui, c'est un enjeu aussi. Le transport de marchandises dépend aussi souvent du comportement de consommateur du particulier, finalement. Les marchandises, elles ne se déplacent pas pour le plaisir. On a des tendances comme le e-commerce, par exemple, qui accentuent encore le poids et les nuisances du transport de marchandises, notamment en ville, donc là où c'est le plus contraint. On sait que la multiplication des livraisons à domicile, ça crée beaucoup de trafic en ville à des moments qui ne sont pas forcément souhaitables, avec des cohabitations qui ne sont pas forcément souhaitables. Donc voilà, on en revient aussi c'est à la fois un enjeu de régulation, un enjeu de où est-ce qu'on met les entrepôts. Il y en a beaucoup dans les Hauts-de-France, donc ça crée aussi un appel d'air. Et puis, quid du comportement de consommateur qui peut, par ses choix d'achat, de type de comportement de consommation, créer plus ou moins de nuisances et de trafic pour les livraisons correspondantes. En tout cas, dans la LOM, il y a bien la compétence logistique urbaine qui en fait partie. Et on voit que c'est beaucoup moins dans la culture des collectivités que la mobilité des voyageurs. Elles savent davantage faire et elles se sentent beaucoup plus démunies sur la logistique urbaine. Or, c'est un sujet qui est amené à prendre de l'importance, comme vous le soulignez, pour toutes ces raisons et la tendance que j'évoque sur le e-commerce. Donc ça va devenir de plus en plus, il y aura de plus en plus une attente des citoyens qui en ont marre quand même de voir des camionnettes se balader un peu partout en ville. Donc il va falloir à un moment donné que les collectivités soient outillées ou en tout cas se saisissent peut-être davantage de ce sujet. Excusez-moi, je me présente, je suis Philippe Lousse. J'ai développé une entreprise en 2021 sur la mobilité électrique concernant les trottinettes, gyropodes et skateboards électriques. Je suis importateur, donc je travaille avec des groupes comme Decathlon et Noroto pour vendre des trottinettes. Et je suis aussi formateur sur les engins électriques. Aujourd'hui, j'ai une réflexion sur deux sujets. Un sujet qui se rapproche de Madame, qui a énoncé pour les entreprises, puisque une société était sur Sarre-et-Rosières, par exemple, et c'est une zone industrielle qui est assez éloignée de la région, donc qui est près de Saint-Amand, pour ceux qui se situent. Et on avait des difficultés aujourd'hui pour avoir des stagiaires ou des personnes pour les déplacements, puisque notre endroit est très retiré. Et je me percevais en effet que les entreprises aimeraient bien fournir des trottinettes, mais il n'y a aucune infrastructure qui existe de permettre aux salariés qui n'ont pas de permis ou qui sont en difficulté ou qui voudraient économiser, puisque aujourd'hui je vends des trottinettes qui vont 40 km d'autonomie. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment mettre ça en place avec les autorisations pour faire des passages, pour aller jusqu'aux gares, pour aller jusqu'éventuellement à des endroits où on peut après partir avec une trottinette par les transports en commun. Donc ça, c'était la première réflexion. Et ensuite, je constate, puisque je suis sur le terrain avec ces ventes,
je constate aussi que nous n'avons pas d'infrastructure pour permettre, disons, le partage entre les voitures et les trottinettes ou les vélos sur certains axes routiers où les difficultés d'accident sont énormes. Ensuite, les voitures ne sont pas très contentes de voir les trottinettes circuler. En effet, il y a des personnes qui font un peu tout et n'importe quoi, d'autres qui sont quand même là pour travailler avec leurs trottinettes, mais des infrastructures n'existent pas pour séparer les deux modes de déplacement. Vous voyez, moi, je remarque que dans les pays nordiques, ils ont réussi à intégrer le vélo, et aujourd'hui, le vélo est roi, par exemple. Donc voilà, c'était deux réflexions que j'avais avec vous pour développer ce mode, disons, qui est quand même intéressant, puisqu'aujourd'hui, on vend actuellement 640 000 trottinettes. C'est énorme, et aujourd'hui, le marché fait plus de 34, et on risque d'avoir encore une poussée. Donc il y a une alerte à avoir entre les véhicules que nous conduisons, et nous pouvons également demain utiliser une trottinette. Donc nous pourrions être dans les deux cas. Voilà, c'était ma réflexion. C'est sur la trottinette, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, le code de la route dit que les trottinettes doivent circuler sur les voies cyclables. Donc une trottinette, c'est comme un cycliste finalement, un utilisateur de trottinette. Ça veut dire qu'il faut encore davantage... Enfin, c'est une raison de plus finalement pour faire des bonnes infrastructures cyclables, qui sont en fait non plus des infrastructures cyclables, mais vélo et trottinettes. Vous avez raison de le dire, on est quasiment à 700 000 ventes en 2021 de trottinettes électriques. On va sans doute aller sur le million, là, peut-être pas en 2022, mais en 2023. Et donc ça se rajoute à la tendance. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans une tendance de forte progression de l'usage du vélo. En plus, il y a la trottinette qui arrive. Donc ça veut dire que les collectivités qui conçoivent aujourd'hui des infrastructures cyclables, il faut les prévoir en conséquence, suffisamment larges, suffisamment sécurisées pour accueillir tout ce petit monde-là. Et si on fait aujourd'hui, si on conçoit des infrastructures cyclables comme on les faisait il y a 5 ans en se disant il va y avoir 2-3% de gens qui vont se déplacer à vélo, on a tout faux en fait, on a tout faux. Parce qu'on va atteindre des chiffres qui sont supérieurs à ça, et même les engagements de l'État juste sur le vélo, c'est 9% en 2024, ce sera sans doute pas atteint, mais on va s'en rapprocher, et 12% en 2030. Donc il faut vraiment changer de braquet et faire et même ceux qui ne croient pas au vélo, finalement, ils voient bien que la trottinette se développe également, il y a une vraie demande pour ça, qui permet de capter d'autres types de publics qui ne sont pas forcément attirés par le vélo. Mais il faudra bien leur faire de la place sur la voirie, et là-dessus, vous avez tout à fait raison. Juste pour compléter, complètement d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, on a tout intérêt à travailler sur des continuités d'itinéraires cyclables, puisqu'on voit bien que dans la plupart des cas, on a des points soit accidentogènes, soit on a un morceau de piste cyclable, et puis une fois qu'on s'arrête au-delà de ce morceau de piste cyclable, on n'a plus rien, on arrive dans des situations très très contraignantes en fait. Il y a un travail qu'on peut faire sur les zones d'activité. Bien souvent, les zones d'activité aujourd'hui, elles sont uniquement réservées à l'usage de l'automobile. On voit bien, même il n'y a pas de bus qui passe dans les zones d'activité, donc d'où le problème aussi d'accès à l'emploi, et le fait qu'il y ait beaucoup d'employeurs qui n'arrivent pas aussi à recruter dans ces zones d'activité, parce que sans autre véhicule que le véhicule individuel, on ne peut pas y accéder. Donc on a tout intérêt à travailler sur ces continuités cyclables, à travailler au niveau aussi des documents d'urbanisme, des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, pour aussi vérifier qu'on a bien les bonnes emprises ou qu'on a bien les espaces pour mettre ces continuités cyclables et continuités piétonnes, et effectivement avoir des voies partagées entre les différents modes actifs et pas seulement pour le vélo en fait. Mais pour les nouvelles zones d'activité, on essaye d'avoir des préconisations pour prendre en compte en fait les autres modes de transport, et que ce ne soit pas uniquement accessible par le mode monomodal de la voiture qu'on connaît bien. Voilà, je voulais juste compléter sur ce point. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ou sinon, toute petite question pour bien comprendre la démarche. Suite au contexte de l'ADEME, de l'objectif 2050, en quoi vraiment la LOM et les choix qui ont été faits des différentes collectivités va aider à atteindre les objectifs de 2050 ? En quoi cette nouvelle organisation et cette loi va aider ? Et en quoi les choix qui ont été faits par les différentes collectivités vont participer ou non à cet objectif ? Alors si je reprends ma grille d'analyse en 5 facteurs, là, la LOM va surtout agir sur la répartition modale en fait. C'est comme ça qu'elle est formulée quand si on remet, même encore avant Thomas. Sur le
Deuxième facteur, le report modal, en fait, c'est là-dessus. On va dire les deux en bleu, c'est plutôt l'État et l'Europe qui définissent ce que doit être le marché automobile. D'ailleurs, là, il y a eu un vote hier sur l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en 2035 au niveau de l'Europe. On va voir si c'est confirmé, mais voilà. Donc ça, on va dire, c'est plutôt l'État et l'Europe qui travaillent sur les deux à droite, efficacité énergétique des véhicules, intensité carbone. La LOM, en fait, elle parle beaucoup d'organiser des solutions de mobilité. Donc on est beaucoup sur le report modal, passer de la voiture à autre chose. Mais en fait, elle devrait aussi davantage se positionner sur le critère numéro 1, la demande de transport, parce que la collectivité locale, c'est elle qui est aménageuse d'un territoire. Et donc c'est elle qui, par ses décisions, fait qu'on va augmenter finalement les besoins de distance, de déplacement, parce qu'on aura déstructuré le territoire, il faudra aller plus loin pour chercher du travail ou pas. Comment je peux recréer des proximités? Il y a une demande aussi pour ça, recréer des proximités dans les centres-bourgs, pour avoir une activité commerciale, ça crée de l'emploi en plus, ou pas quoi. Et les collectivités ont un peu de mal à travailler là-dessus. On voit qu'on a aussi des politiques de l'emploi qui parfois sont un peu contre-productives sur la mobilité, quoi. On parle de la zone d'activité, comment la rendre accessible, mais bien souvent, la meilleure décision à prendre, c'est de ne pas faire la zone d'activité. Parce qu'elle est loin de tout et parce qu'on sait très bien que même si on met tous les efforts du monde, vous aurez quand même 90% des gens qui viendront en voiture au lieu de 95%. Donc ok, c'est mieux, mais on n'aura pas gagné grand-chose. Et donc si on n'arrive pas à contrôler finalement à la source les déterminants des besoins de mobilité, en fait on aura tous collectivement perdu, parce que se déplacer plus loin, c'est aussi pour le citoyen dépenser plus en carburant. On le voit en ce moment, ça pose quand même quelques questions. Ça veut dire il faut s'équiper de deux voitures par ménage, etc. Donc ça crée plein d'autres problèmes, ça crée de la sédentarité. On fait pas assez d'activité physique aujourd'hui parce qu'on fait tous les déplacements en voiture. Donc comment voulez-vous aussi avoir des gens en bonne santé dans ces conditions-là? Donc on voit qu'il y a plein d'autres choses un petit peu connexes qu'il faudrait réussir à raccorder un petit peu aux politiques de mobilité si on voulait vraiment avoir quelque chose de cohérent et qui permettrait d'atteindre ce défi immense là d'aller vers la neutralité carbone. Pour compléter là, les propos de Mathieu, c'est peut-être que la LOM qu'on a pu le voir, elle vient un peu clarifier juridiquement voilà, les interventions dans le domaine de la mobilité. Et par rapport à cette remarque de la cohérence entre la mobilité et puis le reste, l'aménagement du territoire, le fait quand même qu'on a maintenant des comités de communes qui ont pris la compétence et donc qui ont déjà de la compétence dans le domaine de l'aménagement, elles héritent du coup aujourd'hui en fait d'une vision globale. Sur la stratégie des collectivités, donc on a classifié les collectivités qui avaient déjà défini une stratégie. Donc celles-là, ce sont les collectivités qui sont en vert. En vert foncé, celles qui avaient déjà terminé une stratégie bien établie, et en moins clair qui était en cours. En jaune, les territoires qui avaient des actions mais pas de stratégie définie. En rouge, les territoires qui n'avaient ni action ni stratégie. Et en noir, les questionnaires qui étaient sans réponse. Donc on peut voir que quand même la majorité des territoires avaient au moins des actions et quand même une bonne part, donc un quart, avait ou en cours d'élaboration une stratégie. Ensuite venait la question des moyens humains alloués à la question de la mobilité sur les territoires. Donc il y a deux scénarios. Donc. Soit la collectivité n'avait pas du tout de chargé de mobilité qui était dédié à cette question. C'est le cas de 21 nouvelles AOM que l'on a questionnées. Et la question de la mobilité est prise en charge par un agent au même titre que d'autres qui est en charge aussi d'autres questions. Et donc dans ce cas-là, en général, ils estimaient à 25% de leur temps de travail la question de la mobilité. Ou alors la collectivité avait un agent qui était chargé vraiment de la mobilité. Et là, donc c'est le cas de 18 nouvelles AOM. Et l'agent avait à charge la question de la mobilité et estimé à 75% son temps de travail là-dessus. Là, on revient sur la question du recours donc là, par les appels à projets pour la mobilité sur les territoires.
Donc 25 des nouvelles AOM, donc plus de la moitié, a été déjà lauréate d'au moins un appel à projet. Donc la question de la mobilité n'était pas laissée de côté sur les territoires, était quand même, elle était déjà prise à charge pour une bonne partie des territoires, même les plus ruraux. Hop. Ensuite, pour ce qui est de la concertation, donc là, c'est là où ça pêche un petit peu le plus. Donc bon, vous pouvez voir donc en bleu foncé les collectivités qui préfèrent ne pas se prononcer, donc a priori qui ne se concertent pas énormément avec les acteurs de leur territoire. En jaune, celles qui admettent qu'il n'y a pas de concertation. En vert, ce sont celles qui se concertent, mais seulement ponctuellement avec les acteurs du territoire, donc que ce soit les collectivités qui leur sont voisines, les entreprises qui sont implantées sur le territoire, les habitants, les associations ou encore le milieu scolaire. Et donc en bleu clair, là, ce sont les collectivités qui ont des contacts réguliers avec ces acteurs et donc qui sont encore très minoritaires. Donc les besoins que nous ont fait remonter les AOM par le questionnaire, donc principalement deux choses. Premièrement, le besoin d'une mise en réseau pour 29 des nouvelles AOM. Elles souhaiteraient être mises en réseau pour avoir des échanges, surtout des retours d'expérience avec des collectivités qui sont un petit peu similaires à elles. Et aussi un grand besoin d'information parce que comme on l'a vu, donc, il n'y a pas de chargé de la mobilité et donc des fois, la mobilité est quand même compliquée, un sujet difficile à s'imprégner pour ces collectivités. Là, on revient sur ce qui est la question de la stratégie sur les territoires. Donc, on a repris sur les 4 territoires 4 types de plans. Donc, les plans de mobilité simplifiés, les schémas directeurs vélo. Ensuite, plus en rapport avec la voiture, donc avec la voiture électrique, les schémas de développement des installations pour recharge pour véhicules électriques et les schémas des aires de covoiturage. Donc, vous pouvez voir en vert, en vert clair, ce sont les collectivités qui possèdent déjà le plan. Elles sont très minoritaires, un peu plus pour les mobilités un peu plus actives, pour le vélo et pour les PDMS, et encore très peu pour les IRVE et le covoiturage. Et on peut voir aussi qu'une grande partie ne se prononce pas. Donc, si elles envisagent d'établir un plan équivalent dans un futur proche, c'est plus le cas encore pour ce qui est de la question de la mobilité électrique et du covoiturage que pour le vélo et la mobilité générale. Et quand même une bonne part donc, qui envisage d'établir un plan dans les 3 ans. Ensuite, on leur a demandé quelles actions ils pensaient être les plus appropriées à mettre en œuvre sur leur territoire. Donc, les 2 premières sont des actions de mobilité active et de mobilité partagée, donc d'autopartage et de covoiturage. Donc, pour 37 réponses et 35 réponses, ce qui est quand même un fort taux sur les 41 réponses que l'on a reçues. Et une autre part pour les transports à la demande, donc un transport qui s'apparente plus à un taxi, donc pas une ligne de transport régulière, mais qui s'enclenche seulement si l'on commande le transport. Sur ces actions, on a fait un petit travail de prospective sur les territoires, donc en recensant de façon non exhaustive plusieurs actions qui pouvaient être mises en œuvre par les collectivités. Donc je ne vais pas faire le nom de toutes les collectivités, mais seulement les types d'actions qui ont été mises en place. Donc beaucoup d'actions qui tournent autour du vélo, donc l'achat de vélos, la réparation, la question des infrastructures cyclables, les parkings vélos sécurisés, les vélos transportables dans les bus, les vélobus, services de location, de marché d'occasion et les événements vélo. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup d'actions sur les territoires qui tournent autour de ce mode. Et ensuite, quelques retours directement des collectivités. Donc, nous commençons l'élaboration d'une stratégie concernant les mobilités actives cette année. Les actions associées pourront être lancées par la suite. Une autre collectivité nous dit qu'établir une étude prospective des voies vertes en début de mandat fait gagner du temps par la suite,
car il n'y a plus de question de faire valider chaque action par les élus. Une autre, nous souhaitons développer le vélo comme mode de mobilité du quotidien et pas seulement pour le loisir. Cela passe par un nouvel écosystème avec des trajets sécurisés en vélo au plus court. Et enfin, le bonus à l'achat a été un grand succès. Il a notamment permis de diffuser le contact mobilité dans le territoire. Les services de location de vélos ont plus de demandes que d'offres. Nous sommes aujourd'hui limités par les longs délais de livraison de nouveaux vélos. Donc vraiment une action qui a un fort succès sur les territoires. La deuxième action qui est jugée la plus propice à mettre en œuvre sur le territoire, donc la mobilité partagée. On a recensé des actions donc, par rapport au réseau Pouce qui cherche à un peu coordonner le covoiturage sur les territoires qui adhèrent à ce réseau Pouce. Les aires de covoiturage et voies de covoiturage que peuvent mettre en place les collectivités, les plateformes de covoiturage et enfin aires d'autopartage, plateformes d'autopartage et les subventions pour le covoiturage, qui sont une possibilité apportée par la LOM pour les collectivités. D'autres retours, donc nous avions préparé un lancement de réseau Pouce en 2020, mais nous n'avons aujourd'hui pas encore pu proposer ce service à cause des différentes vagues de la pandémie. Nous espérons une accalmie pour pouvoir mettre réellement en place ce service sur le territoire. Une autre collectivité, donc originaire de l'Oise, nous dit que le syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise permet de favoriser la mobilité partagée en mutualisant les coûts de certains outils. Et une autre collectivité, le PCI, veut développer des actions qui ont fait leurs preuves ailleurs et ne pas inventer des outils qui existent déjà. Nous avons récemment adhéré à Hauts-de-France Mobilité en ce sens, donc à notre syndicat mixte de l'OFRU. Et enfin, pour la troisième action, on s'est intéressé à la question des transports collectifs réguliers et transports à la demande, donc qui était la troisième solution phare que les collectivités nous faisaient remonter par le questionnaire. Donc on s'est intéressé aux collectivités qui étaient déjà autorités organisatrices de la mobilité avant la LOM et qui avaient mis en place des transports collectifs sur leur territoire. On a pu dégager 3 scénarios. Donc, le premier scénario qui n'est pas présenté, c'est un scénario où le territoire ne présente pas vraiment de pôle d'attractivité sur le territoire. Là, on a pu remarquer qu'il n'y avait pas de transport en commun régulier mis en place, mais seulement des services de transport à la demande. Ce scénario 1 qui est ici présent, donc, où plusieurs pôles d'attractivité sont présents sur le territoire. Alors là, le transport en commun sert à relier les différents pôles du territoire. Le reste est à charge principalement du transport à la demande. Et enfin, le territoire lève le versement mobilité, donc une taxe sur la masse salariale qui permet de financer en partie, mais pas entièrement, le service de transport en commun. Et ensuite, deuxième scénario, celui où il n'y a qu'un seul pôle sur le territoire. Donc là, le transport en commun, encore une fois, sert à desservir ce pôle. Le TAD est encore plus prégnant dans ce genre de cas, il dessert les autres collectivités. Et le versement mobilité sert aussi à financer une partie du service, mais pas totalement. Je crois que j'en ai fini là. On va passer à des questions tout de suite. Je pense qu'on va enchaîner. Je veux bien l'être. Merci. Donc je reprends la main très rapidement puisque l'heure se passe et c'était très bien qu'il y ait des questions. Et s'il y a encore des questions, n'hésitez pas, on va essayer d'aller vite sur la dernière partie. Néanmoins, on voulait quand même vous parler du comité des partenaires qui est une des rares obligations qu'une AOM doit tenir depuis la LOM. Ce comité des partenaires, il répond notamment à un besoin d'échanger avec les acteurs privés et publics sur la question des mobilités. Et on voit bien, il y a une de vos questions qui répond, qui fait écho vraiment à ça, qu'il faut vraiment que le monde des acteurs privés de la mobilité et le monde des acteurs privés et publics de la mobilité se parlent. Donc l'idée de ce comité des partenaires, je pense que c'est un peu l'objectif du législateur, c'est qu'il y ait notamment des représentants d'employeurs, d'usagers et d'habitants. Et il faut quand même vraiment donner la parole aux habitants parce que les services de mobilité sont d'abord pour les usagers, d'abord pour les habitants. Donc on a tous ce qu'on appelle une expertise d'usage, c'est-à-dire que vous tous, vous déplacez. On se déplace pour aller au travail, on se déplace pour les loisirs, etc. Donc, on a tous une expertise, on a tous une légitimité à être un expert des mobilités. Donc, on a une place aussi dans ce comité des partenaires. Donc, l'AOM doit organiser
ce comité des partenaires, elle a une exigence, c'est qu'elle l'organise au moins une fois par an. Elle l'organise quand il y a une modification substantielle de l'offre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une modification substantielle de l'offre? Ça veut dire que si vous mettez 3 ou 4 arrêts de transport collectif sur une ligne en plus, il va falloir réunir ce comité des partenaires. Évidemment, si on met un arrêt supplémentaire qui n'a pas tellement d'impact, voilà. Alors la question du substantiel, qu'est-ce qu'on entend par substantiel? Le législateur ne le définit pas forcément, mais en tout cas, en toute intelligence, dès qu'il y a une modification de l'offre de transport, il faut réunir ce comité des partenaires. Donc là, on attire votre attention sur le fait que depuis la loi du 22 août 2021, qui est la loi intitulée Climat et résilience, qui rectifie ou qui va un peu plus loin que la LOM sur ce point-là, en tout cas, qui dit qu'il faut absolument qu'il y ait des habitants qui soient tirés au sort et qui participent à ce comité des partenaires. Donc ça, c'est une nouveauté et c'est quelque chose qu'on salue, qui peut être vraiment intéressant. La question, c'est comment on le fait. Alors pour l'instant, le législateur ne donne pas de méthodologie. Donc l'idée, c'est de faire un appel des AOM aux habitants qui aimeraient participer à ce comité des partenaires. À défaut, on ira tirer ces habitants dans la liste électorale de chaque commune. Mais voilà, l'idée, c'est de dire il faut surtout pas que dans ce comité des partenaires, il n'y ait pas d'habitants. Et après, dans le comité des partenaires, on nous a souvent posé la question, en tant qu'AOM, comment on fait, qui on réunit dans ce comité des partenaires. Voilà, vous avez sur la slide, vous avez le détail. Et l'idée, c'est que ce ne soit pas restrictif. Ça veut dire que si j'ai besoin d'avoir un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie, ou des associations environnementales, ou tout opérateur, acteur privé de transport, une start-up qui développe des trottinettes, légitimement, il a sa place dans ce comité des partenaires. Donc voilà, on voulait vraiment attirer l'attention sur ce comité des partenaires, c'est quand même un point essentiel de la LOM. Donc vous avez toutes les informations sur ce point. Et donc, je ne sais pas si je reprends la parole, il y avait... Comme tu veux, vas-y. Je peux refaire vite fait. Donc, c'était par rapport à notre étude précédente. On avait quelques questions sur le comité des partenaires. On voyait que la question se fait vraiment à la carte. Il n'y a pas vraiment de schéma selon les collectivités. Donc la première a décidé de faire un comité des partenaires constitué d'une quinzaine de personnes qui représentent 4 groupes: l'AOM, les associations d'usagers ou d'habitants, les employés et les établissements scolaires. Il est prévu de l'agrandir notamment avec l'ajout des habitants tirés au sort par rapport à la loi Climat et Résilience. Une autre plus large avec une quarantaine de membres et le tirage au sort se fera suite à un appel à candidature d'habitants motivés pour y participer. Une troisième a décidé de faire un comité des partenaires sans élus. Le comité de dialogue, lui, avec la commission mobilité, est composé uniquement d'élus. Et enfin, une autre collectivité qui juge que le comité des partenaires est trop gros, au moins 50 personnes, est composé d'un trop grand nombre d'élus. Donc le technicien conseillait d'avoir un comité plus réduit d'une quinzaine de personnes pour l'utiliser comme outil de travail. Et ils n'ont pas encore mis en place le tirage au sort par rapport à la loi Climat et Résilience. Donc vous avez quelques retours d'expérience. Nous, on en a au sein des cellules France Mobilité. On peut avoir quelques retours d'expérience sur la manière dont on travaille au sein de ce comité des partenaires et comment on convie les personnes au comité des partenaires. Mais on a envie de dire que c'est un peu à chaque collectivité, une fois qu'elle a répondu en tout cas aux exigences légales, d'après de prendre les dispositions pour que son comité des partenaires soit le reflet de ce qui répond aux besoins du territoire. On voulait vous parler brièvement aussi du plan de mobilité simplifié. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé le nom dans le quiz tout à l'heure, mais c'est bien un plan de mobilité simplifié. Simplifié, comme son nom l'indique, c'est simplifié. C'est censé être une procédure simple, donc c'est une procédure assez simple, qui a quelques exigences légales. L'idée, c'est qu'en fait, c'est une feuille de route pour la collectivité, pour l'AOM, pour dire ce qu'elle va faire pour les mobilités. Donc, c'est l'idée de dresser un panel d'actions, une stratégie, et c'est vraiment l'idée de ce plan de mobilité, de faire un document partenarial qui permet aussi de prendre en compte les besoins des acteurs privés, des acteurs publics, et de voir qui fait quoi, qui peut agir sur tel et tel type de mobilité. Et surtout, c'est ce que la LOM appelle rendre effectif le droit à la mobilité pour tous, puisqu'on a tous le droit de se déplacer, et c'est un droit essentiel. Et donc, voilà, ce plan de mobilité permet de planifier, de faire une stratégie. Alors, il y a quelques règles à savoir, c'est que ce plan de mobilité simplifié, il se fait à l'échelle du territoire, évidemment à l'échelle du ressort territorial.
puisque l'AOM est responsable sur son ressort territorial, qui correspond donc au périmètre administratif de la collectivité. L'idée, c'est de faire un état des lieux, parce que souvent, on voit, les retours d'expérience montrent que parfois, même en tant qu'élu ou en tant que technicien ou en tant que citoyen, on ne connaît pas toutes les offres de mobilité qu'il y a sur le territoire. Alors ça paraît être une évidence, mais ça n'est pas forcément. Donc c'est déjà repartir d'un diagnostic du territoire, savoir ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui fonctionne pas, ce qu'on peut corriger, ce qu'on peut mettre en place. Et l'idée, c'est de considérer aussi les plans de mobilité employeurs. S'il y a des plans de mobilité employeurs sur le territoire, c'est de les connaître, les recenser et d'en tenir compte dans ce plan de mobilité simplifié. Alors, je pense qu'on ne va pas tout relire parce qu'on n'a pas trop le temps, mais vous avez des paroles, voilà, des retours d'expérience qui viennent de cette étude-là, de dire qu'en fait, le PDMS, c'est déjà un lieu de rencontre. Enfin, quand on va faire des réunions pour élaborer ce PDMS, c'est de se faire rencontrer les acteurs, de faire ce diagnostic et de pouvoir c'est marqué, de trouver aussi de la finesse dans les actions. Il faudra trouver plus de finesse dans les actions qui sont proposées. Alors, un plan de mobilité simplifié, c'est pas forcément très, très complexe. L'idée, c'est que ce soit pas un document de planification qui répond à certaines exigences réglementaires, comme c'est le cas pour un plan de mobilité, puisqu'il y a toujours une exigence pour les AOM qui sont dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Enfin, c'est un peu un raccourci, c'est un peu plus complexe. C'est qui recoupe une aire de 100 000 habitants. Donc il y a certaines AOM qui sont obligées de faire un plan de mobilité qui correspond aux anciens plans de déplacement urbain. Mais par contre, le plan de mobilité simplifié se fait sur la base du volontariat. La seule chose, et là encore c'était une question du quiz, c'est que pour faire un plan de mobilité simplifié, il faut obligatoirement être AOM. Donc si vous voulez avoir cette appellation plan de mobilité simplifié. Donc ça vise ces AOM qui sont des AOM situés souvent en zone peu dense. Et qui du coup ont ce cadre juridique volontairement simplifié pour que ce soit pas une démarche trop lourde, trop complexe à mettre en œuvre. Et voilà, mais à la fois ça permet de faire le lien souvent avec des politiques d'urbanisme, avec des documents de planification qui sont les SCOT, enfin les schémas de cohérence territoriale, ou les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, ou les PCAET, les plans climat et énergie territoriaux, pour aussi mettre de la cohérence en fait entre le plan de mobilité simplifié et ces documents qui existent, qui eux ont cette légitimité juridique que n'a pas le plan de mobilité simplifié, puisqu'il n'est pas obligatoire. Alors, il y a quand même quelques obligations, elles sont très légères. L'idée, c'est de respecter juste ça, obligatoirement consulter les conseils municipaux, les conseils municipaux, les conseils départementaux et les conseils régionaux. Nous, on n'est pas concernés par le comité de massif en Hauts-de-France, mais voilà, c'est le cas pour les régions qui sont concernées. Et les AOM limitrophes, puisque l'idée, c'est de travailler aussi avec ses voisins, donc de voir ce qui se passe sur les territoires autour et de travailler en bonne intelligence avec les autres autorités organisatrices de la mobilité. Et à leur demande, vous avez toute la liste, je ne vais pas le détailler, mais en tout cas, on ne l'a pas précisé, mais évidemment, notre PowerPoint sera disponible après la conférence, donc vous aurez tous les éléments en détail. Très rapidement, je ne vais pas faire ce qu'on appelle du placement de produits chez les youtubeurs, mais quand même, je l'indique ici. On a fait un guide sur le plan de mobilité simplifié au CEREMA, donc vous avez tous les éléments, et j'arrête là. Je vais juste parler 2 minutes du versement mobilité, mais là encore, on est pour certaines collectivités qui sont concernées par ce plan de mobilité ce versement mobilité, pardon. Il y a des taux qui sont différents. Voilà, vous voyez tous les seuils. Je ne vais pas détailler, mais savoir que si on veut lever le versement mobilité quand on est une communauté de communes qui est autorité organisatrice de la mobilité, c'est conditionné à l'existence d'une ligne régulière de transport. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir justifier, notamment auprès des employeurs, de l'instauration d'une taxe. Et donc, si j'instaure cette taxe, ça veut dire qu'en face, j'ai une ligne régulière de transport qui répond aux besoins de la plupart des personnes sur le territoire et que je ne lève pas un impôt pour rien. Je suis désolée, ça va se mettre en veille. C'est la télé. Voilà. Et pour en savoir plus, on vous a mis quelques références que vous pouvez retrouver sur le site France Mobilité, sur le site du CEREMA. Et je repasse la parole à Mathieu pour les aides de l'ADEME. Ouais, merci Nathalie.
C'est vrai que c'est important, enfin le plan de mobilité c'est important parce que nous on insiste beaucoup sur, une fois qu'on a pris la compétence, de faire les choses dans l'ordre en fait. On voit beaucoup de collectivités et d'élus qui veulent un petit peu mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'ils veulent tout de suite inaugurer quelque chose, couper le ruban pour se montrer volontariste, etc. Donc on considère que c'est pas forcément la meilleure façon de faire, et finalement la meilleure façon de faire les choses dans l'ordre, c'est déjà de bien se poser sur c'est quoi la stratégie que je vais mettre en place, c'est quoi ma feuille de route. Autant prendre un an au départ pour vraiment réfléchir aux enjeux du territoire, connaître les pratiques de mobilité des habitants et avoir un vrai plan d'action avec un budget, avec une planification des actions qu'on va dérouler derrière. Autant prendre cette année un an pour faire ça et derrière que ça déroule bien, quoi. Plutôt que d'emblée faire une action qui sort un peu du chapeau et puis on ne sait pas trop si elle est adaptée à son territoire ou non. Donc il y a le plan de mobilité simplifié qui englobe tous les modes. Il y a le schéma directeur vélo qui est un peu la même chose, mais sur, comme son nom l'indique, qui va concerner uniquement le développement du vélo. Une fois qu'on a fait ça, on a sa feuille de route, on peut recruter un chargé de mission qui va être à mi-temps ou à temps plein sur la mobilité et qui va pouvoir, avec sa feuille de route qui est le PDMS ou le schéma directeur vélo, être là pour impulser les actions, pour faire en sorte que les actions sortent. Et puis une fois qu'on a fait ça, éventuellement on peut faire de l'expérimentation, de l'innovation. Mais l'innovation, ça se fait pas tant qu'on n'a pas fait tout ça auparavant, quoi. C'est un peu la cerise sur le gâteau, mais s'il n'y a pas de gâteau, la cerise, elle ne sert pas à grand-chose. Donc c'est un petit peu ce discours qu'on porte, et c'est pour ça que Nathalie insiste beaucoup sur le plan de mobilité simplifié, qui est pour nous vraiment la première étape qu'on préconise. En tout cas, on conseille aux collectivités de démarrer par là, et puis par le schéma directeur vélo. Donc nous, à l'ADEME, on a pas mal de dispositifs financiers, d'accompagnement financier des collectivités. On n'a plus de télé là, donc je vais me retourner peut-être. Donc on a différents, ça remarche, on a différents moyens d'accompagner financièrement les territoires en fait. On peut soit agir via des aides directes. Un territoire nous fait une demande d'aide directe en passant par notre plateforme de financement qui s'appelle Agir pour la transition, et puis on l'étudie. Soit elle répond à un de nos appels à projets. On passe de plus en plus par des appels à projets. Et donc, on en a eu deux qui ont été... Attends, Nathalie, s'il te plaît, si tu peux mettre juste le... T'as appuyé sur un bouton, c'est pas grave, j'ai appuyé les commandes. D'accord. Donc, on a eu deux appels à projets qui ont eu plusieurs éditions. Donc, un qui s'appelle A-Vélo, qui permettait de financer différentes actions vélo des collectivités, de l'étude, la mise en place de services, des actions d'animation, de communication, le recrutement de chargés de mission. Donc, on a eu 3 éditions en 2019, 2021, 2022. On a eu un autre gros appel à projet, enfin plus exactement appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle le TEN-MOD, Territoire d'expérimentation Nouvelle Mobilité Durable. Là, on a un petit peu plus sur l'ensemble des modes de déplacement, le covoiturage, la mobilité vers le travail, la mobilité vers l'école, etc. On a eu 5 éditions entre 2018 et 2022. Donc là, on arrive un petit peu en fin de cycle parce que évidemment, il y a des élections. Donc en fonction du nouveau gouvernement, on verra ce qu'on a comme nouveaux outils financiers, mais on en aura forcément. Et on en aura forcément plus ou moins sur ces sujets-là. Donc voilà un petit peu ce que j'expliquais, ce qu'on peut financer via ces appels à projets. Donc soit la partie études, soit plutôt des actions plus mise en place de services ou mise en place d'expérimentation. Ou recrutement de chargés de mission. Ça, les collectivités, elles aiment bien en général parce qu'on est un des seuls financeurs publics qui peut financer ce type de dépenses. Et donc, si on regarde finalement comment on a réussi à accompagner les territoires, en fait, on voit que tous les territoires qui sont en couleur là, ce sont des territoires qui ont été lauréats d'un de nos appels à projets. Certains même ont été lauréats de plusieurs appels à projets quand ils sont assurés. Donc, tout ce qui est vert, c'est des projets vélo. Tout ce qui est bleu, c'est des projets donc issus de l'appel à projet TEN-MOD. Donc, ça peut être du vélo, ça peut être autre chose. Et donc, on voit qu'on couvre quasiment l'intégralité en fait de la région. Donc on travaille quasiment avec l'ensemble des EPCI et en particulier ceux qui ont la compétence. Et donc si on regarde dans le détail sur les communautés d'agglo, communautés urbaines, il y en a 25 au total sur la région. Il y en a 21 qui ont été lauréates d'un de nos appels à projets. Et puis sur les communautés de communes qui sont devenues AOM parce qu'elles ont pris la compétence mobilité, donc il y en a 54 au total sur la région. Parmi les 54, il y en a 44 qui ont été lauréates d'un de nos appels à projets. Donc on travaille à peu près, j'avais calculé, à 82% finalement des territoires
qui peuvent travailler sur la mobilité, 82% d'entre eux sont lauréats et donc on les finance ou on les a financés dans les années récentes sur un de leurs projets en matière de mobilité. Voilà, donc c'est des choses on va poursuivre. On va notamment essayer d'aller chercher les quelques territoires restants qui sont encore en blanc sur la carte. Mais en tout cas, de ça pour dire que voilà, c'est quand même quelque chose qui a été assez utile au territoire. Et grâce à ça, on a pu constituer un réseau quand même très complet à l'échelle de la région. Et puis, je termine là-dessus, on finance des projets, mais on finance aussi ce qu'on appelle des relais, en fait. Donc on finance des structures en fait, qui vont animer une thématique à l'échelle de la région. Donc ils vont être là pour répondre au territoire, pour impulser des événements, pour impulser des réunions, pour conseiller les territoires qui en ont besoin. Donc il y en a 3 que j'ai listés là. Donc le centre de ressources en écomobilité, qui est surtout positionné sur les questions de vélo et de mobilité scolaire, mobilité vers l'école, vers le collège, vers le lycée. Ils ont une action phare qui est le challenge de l'écomobilité scolaire qui est organisé tous les ans au mois d'octobre à destination des écoles et des collèges. Un deuxième relais qui est Déclic Mobilité, qui travaille spécifiquement avec les employeurs, on en a parlé tout à l'heure, améliorer la mobilité des salariés vers le travail. Leur action phare, c'est le challenge régional de la mobilité au travail que vous connaissez peut-être, qui est organisé maintenant depuis presque 10 ans au mois de septembre pendant la semaine de la mobilité. Et puis un dernier relais qui est pas loin d'ici, hein, à Valenciennes, Iviatic, qui travaille plus spécifiquement sur l'innovation dans les mobilités, avec là encore un accompagnement des territoires pour faire émerger leurs projets, pour les accompagner, pour les aider en expertise. Merci. Oui, on va juste finir rapidement parce que l'heure est là. Si tu veux, je peux le faire. Donc, au nom de Sandra Morel, qui s'excuse encore de ne pas être là aujourd'hui, on avait quelques diapos en fait sur la Banque des territoires, notamment par rapport. Oui, tu peux. Merci. Au niveau des financements que la Banque des territoires peut faire, quand elle peut faire par exemple des prêts, des prêts à taux zéro, et surtout travailler sur les bornes de recharge, donc les schémas pour la mobilité électrique. Donc vous aurez quelques diapos donc dans le diaporama qu'on va vous donner, avec notamment la liste des correspondants Banque des territoires. Donc Sandra Morel travaille avec les différents correspondants Banque des territoires dans les Hauts-de-France. Et s'il y a un projet, voilà, il faut la contacter elle et contacter aussi votre conseiller local pour savoir quels sont les dispositifs de financement auxquels on peut prétendre sur notamment la mobilité électrique, qui est une des premières, un des premiers sujets sur lesquels la Banque des territoires peut apporter son aide sur les mobilités. Et comme on n'a pas le temps de refaire le quiz, on va au moins vous apporter les résultats en termes de conclusion, à moins qu'il y ait encore quelques questions si vous le souhaitez. Sinon, ce sera notre objet conclusif, ce petit quiz, voir si vous avez bien répondu. Apparemment, vous avez eu tout bon à la première question. Est-ce qu'il y a encore des questions ou sinon on s'arrête là? Et je vous déroule le quiz. Okay. Bon, en tout cas, juste avant de terminer là-dessus, on voulait remercier l'IMTD de nous avoir accueillis dans ce bel amphithéâtre, parce que nous, Cellule France Mobilité, nous n'avons pas de dispositif et de locaux de ce type. Et donc, ça nous a permis de retrouver un événement présentiel qu'on n'avait pas connu depuis quelques mois. Donc, on est ravis d'avoir pu participer à cet événement et on remercie vraiment l'IMTD d'avoir collaboré avec nous. Donc sans surprise, vous avez tous répondu à l'AOM, hein, donc à cette question AOM, c'est bien une autorité organisatrice de la mobilité. Une AOM peut-elle prendre une partie de la compétence mobilité? Donc là, on voit que c'est un peu plus compliqué, que les réponses sont un peu plus partagées. Et ben, la réponse était non, elle ne peut pas prendre une partie de la compétence mobilité. Une AOM doit devenir compétente. Quand elle devient compétente dans le domaine de la mobilité, elle prend la compétence en bloc, c'est-à-dire que juridiquement, elle est compétente pour tout ce dont on a exposé tout à l'heure, c'est-à-dire les mobilités actives, les mobilités solidaires, elle peut mettre en place des lignes régulières de transport, etc. Donc là, elle n'a pas le choix, elle prend cette compétence en bloc. En revanche, elle peut l'exercer en fonction de ce dont elle a besoin, c'est-à-dire en fonction des services de mobilité qu'elle veut mettre sur le territoire.
Alors, que peut faire une AOM? Par contre, là, il y a eu un petit souci d'affichage, apparemment. Parce que j'ai pas la... Voilà, que peut faire une AOM? Évidemment, c'était tout service de mobilité partagé, enfin, de tout service de mobilité partagé, solidaire, etc. Et pas en partie certains services. Heureusement, d'ailleurs, c'était justement pour répondre à une des questions qui avait été posée, qu'a apporté la LOM, notamment le fait qu'on puisse travailler sur tous les services de mobilité, ce qui n'était pas le cas avant, puisque avant on travaillait essentiellement sur la compétence du transport régulier, du transport urbain. Un pôle métropolitain peut-il être autorité organisatrice de la mobilité? Oui, alors oui, c'est-à-dire qu'à l'époque de la LOM, ça aurait été non, donc la réponse était bien non, mais depuis la loi 3DS, un pôle métropolitain peut bien devenir autorité organisatrice de la mobilité s'il s'est vu transférer la compétence par ses membres, donc en fait c'était bien, il y a 50% des personnes qui ont bien répondu. L'AOM peut-elle organiser un service de mobilité solidaire pour les publics fragilisés? Oui, évidemment, et heureusement. C'est le but aussi, c'est de travailler sur la mobilité solidaire, qui est une thématique qui est de plus en plus traitée aujourd'hui. Lorsque la communauté de communes n'a pas pris la compétence mobilité, peut-elle continuer à intervenir sur son territoire pour les mobilités? Eh bien non, mais elle peut intervenir de manière indirecte, effectivement au titre de sa compétence voirie. Par exemple, si elle fait des travaux sur une piste cyclable, elle peut intervenir pour les travaux, mais uniquement pour les travaux, puisque c'est l'AOM qui va bien décider de l'implantation de la piste cyclable. Alors, une AOM doit-elle nécessairement organiser une ligne régulière de transport public? Donc là, la réponse est non. Si c'est une communauté de communes, après, quand on est dans le cas d'une métropole, forcément, on organise des lignes régulières de transport. L'AOM peut-elle prélever le versement mobilité pour financer les actions de mobilité? Vous avez majoritairement oui, seulement si elle met en place, alors on ne voit pas tout, mais c'était bien évidemment une ligne régulière de transport public, puisque une ligne de transport scolaire n'est pas considérée comme une ligne régulière de transport public. Pardon, du coup je suis allée un peu vite. Désolée, c'est pas très grave, je ne sais plus où était la question. Que signifie PDMS? Bon, c'était bien plan de mobilité simplifié. Vous avez la réponse tout à l'heure. Une AOM peut-elle faire un plan de mobilité simplifié? Bien sûr, oui. Et une collectivité non AOM peut-elle faire un plan de mobilité simplifié? La réponse est non, puisqu'en fait, quand on n'est pas AOM, on ne peut pas faire un plan de mobilité simplifié. On peut faire une feuille de route des mobilités qui ne porterait pas le nom de plan de mobilité simplifié, mais comme en général, si on n'est pas AOM, on n'a pas la compétence, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Voilà, et je pense que c'était la fin. Qu'est-ce que j'ai passé? Je vais revenir dessus, si c'est possible. C'était la question 9, c'est ça? Je vais remettre. Qu'est-ce que vous aviez répondu? Ah mince, pardon, je suis désolée, je ne maîtrise pas encore complètement le logiciel gratuit, mais qui a quand même été utile. Donc, vous avez répondu oui sous condition. Eh bien, c'était non. C'était non. Voilà. Alors, je sais pas, en fait, je pense qu'il y a un problème. Non, voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, ça passait directement à la question d'après. Voilà, ben, maintenant, vous pouvez retenter le questionnaire et vous aurez tout bon. Voilà. En espérant que tout ce qu'on a pu vous raconter cet après-midi vous a suscité votre intérêt. Et puis, on remercie pour votre attention. Et puis, bon retour à vous tous.